Bien, monsieur le commissaire, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, d'abord je suis très heureuse d'ouvrir cette table ronde qui est très féminine, en tout cas la tribune centrale, on ne va pas s'en plaindre, et qui est consacrée au projet de loi de finances pour 2014 dans le cadre du semestre européen. Nous savons tous que le renforcement de l'intégration européenne, notamment dans le domaine budgétaire, doit évidemment s'accompagner d'un renforcement du contrôle parlementaire et qu'il va nous falloir mettre en place des mécanismes originaux pour faire vivre la double légitimité démocratique, celle des institutions européennes qui s'expriment au Parlement européen et celle des États-nations qui s'expriment au sein des parlements nationaux. Alors, cette table ronde a l'intérêt d'associer des représentants de l'exécutif national à travers le ministre délégué aux affaires européennes que je salue et européen avec le commissaire Barnier que je salue également et des représentants du Parlement européen qui sont là à ma gauche et des représentants du Parlement français. Alors, nous avons beaucoup insisté, vous le savez, en France pour la mise en place rapide de la conférence interparlementaire qui est prévue par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Et il se trouve que cette conférence interparlementaire se réunit pour la première fois à Vilnius cette fin de semaine. Pour notre Assemblée nationale, ce sont Christophe Caresche, Chantal Guittet et Jérôme Lambert et Bernard de Flessel qui nous représenteront. Nous insistons également pour que notre Parlement contrôle davantage un processus qui touche au cœur de ses pouvoirs et se saisisse des enjeux relatifs à l'Union économique et monétaire. Et c'est en amont des principales étapes du semestre européen, tel qu'il est évidemment défini et précisé dans le six-pack et complété par le two-pack, dont l'examen de la loi de finances, que l'association des parlements nationaux doit être mieux organisée. Jacques Millard, vous aurez la parole tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. La mise en œuvre du semestre européen s'est accompagnée dès l'an passé d'un débat sur la prise en compte des orientations budgétaires européennes où des représentants de la Commission du Parlement européen étaient conviés et donc nous renouvelons cette année ce temps fort, je crois, sous la forme d'une table ronde ouverte à la presse et je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à cet exercice démocratique. Alors, nous avons tous conscience de la responsabilité qui est la nôtre de consolider le projet européen, de définir ensemble les objectifs et moyens de notre Union, ce qui nous oblige à mieux articuler notre action et nos contrôles nationaux avec l'action et les contrôles européens. Je dois dire que il est temps, en effet, de devenir plus efficace sur ce plan-là. Car, après tout, ça fait déjà un peu plus de 20 ans que c'est prévu par les traités et qu'on n'avait jamais vraiment mis tout cela en œuvre. Vous savez que la France accomplit avec ténacité et rigueur son devoir en matière de trajectoire des finances publiques et de réformes structurelles, afin de respecter nos engagements européens, car naturellement, le rétablissement, la réduction des déficits et par conséquent de la dette sont des obligations qui sont absolument incontournables. Alors, nous le faisons, nous, avec le choix des moyens, car la souveraineté nationale demeure sur le choix des moyens, j'insiste sur ce point, mais sans dévier du cap et des objectifs que nous nous sommes fixés. La loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances, le projet de loi sur les retraites, la réforme fiscale, avec par exemple la création du crédit d'impôt compétitivité, témoigne, je crois, de ces efforts. Et à cet égard, le délai supplémentaire accordé par la Commission européenne pour le rétablissement des comptes est bienvenu, car il faut être très attentif en même temps que nous rétablissons progressivement l'équilibre des finances publiques, de ne pas casser la croissance. Notre horizon européen doit être en effet celui de l'équilibre entre
les nécessaires disciplines et la nécessité de soutenir la croissance qui, malgré une légère amélioration ces derniers mois, reste néanmoins extrêmement faible. Je crois que c'est le message que nous devons adresser au peuple pour recréer de la confiance, pour arriver pour montrer que nous obtiendrons des résultats dans la lutte contre le chômage. Et évidemment, nous avons besoin de poursuivre l'intégration européenne pour permettre de mieux concilier encore à l'avenir les nécessaires disciplines et la nécessité de pouvoir mener une politique plus active en faveur de la croissance et de l'emploi. L'Europe a engagé bien sûr le renforcement de l'union économique et monétaire. C'est une réponse qui commence à porter ses fruits. La zone euro va beaucoup mieux que l'année dernière. Le président Van Rompuy, que nous avons invité ici la semaine dernière, nous disait que nous avons dépassé le stade préoccupant de celui du sauvetage proprement dit, qu'il nous faut maintenant consolider. Le pilier monétaire avec le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire qui est amorcée mais qui n'est pas encore terminée, demain un mécanisme de résolution unique des crises et enfin, et j'espère surtout, le développement d'un vrai pilier économique digne de ce nom sans lequel l'union économique et monétaire demeurerait bancale ou, comme le dit Jacques Delors, unijambiste. Tout ceci doit concourir à la force de notre économie, de notre monnaie. Et déjà, nous avons pu conjurer le risque d'un éclatement de la zone euro. Et puis, il est nécessaire aussi que l'Europe se mobilise pour ses citoyens par l'approfondissement du marché intérieur, bien sûr, mais aussi par des investissements d'avenir, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, du numérique et des infrastructures et des politiques en faveur des petites et moyennes entreprises. Alors, voilà, je crois que plus cette intégration va se poursuivre et plus nous aurons besoin de légitimité démocratique. Je pense que nous aurons, en dehors de ces débats qui nous réunissent cet après-midi, des progrès ultérieurs à faire. Je pense en particulier à un sujet que j'évoque à chaque fois, mais je le ferai tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction, c'est-à-dire la nécessité d'harmoniser les calendriers budgétaires nationaux et européens. Je dois dire que nous en sommes malheureusement encore assez loin. Merci beaucoup. Et je passe immédiatement la parole à Daniel Auroy. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions nationales et européennes, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens et français. À mon tour d'être ravi de voir que pour la seconde fois, la seconde année, nous sommes dans cet exercice qui permet d'échanger directement sur le semestre européen entre élus à haut niveau de l'Union européenne et élus nationaux. Je crois que cet exercice a montré qu'il était intéressant et qu'on peut le renouveler. Alors, comme Elisabeth Guigou a bien brossé l'entièreté du sujet, je vais juste reprendre quelques points saillants. D'abord en disant que la volonté de notre Assemblée de s'impliquer pleinement dans ce semestre européen, je crois, est tellement forte que les habitudes commencent à être acquises et que non seulement nous avons pris l'habitude de travailler plus transversalement à l'intérieur du Parlement national pour traiter les sujets européens, autant nous avons aussi pris cette habitude de travailler plus ensemble et en particulier, et je vais reprendre l'expression anglophone, travailler sur le Tupac puisque c'est quand même un exercice nouveau. Il s'agit collectivement d'assurer le fait que les budgets nationaux convergent au service des objectifs de développement et d'emploi décidés en commun au niveau de l'Union. Ce chemin est sans doute nécessaire si l'on souhaite assurer au développement durable des pays européens toute leur place, mais il est parfois difficile parce qu'il impacte directement la souveraineté nationale et qu'il est bien normal que les élus du peuple français s'en préoccupent immédiatement et le plus fortement possible. Donc cette union budgétaire est le pendant incontournable de l'existence d'une monnaie commune qui, certes, comme le disait le président Van Rompuy la semaine dernière, paraît sauvée, mais qu'il faut quand même toujours surveiller, si je puis dire. Elle nécessite donc un contrôle parlementaire, Parlement européen et Parlements nationaux. Et de ce point de vue-là, la conférence budgétaire, qui se base sur l'article 13 du TSCG et qui se réunit dans quelques jours à Vilnius, et nous avons vu quels seront nos délégués, est un premier maillon dans cette affaire. C'est après tout un moment pour redire fortement que les représentants des citoyens européens
ont tout autant la nécessité de lire les budgets de chaque État et de les débattre que la Commission, que le Conseil. C'est-à-dire qu'il faut bien à la fois que les exécutifs et les législatifs travaillent ensemble sur ces sujets qui sont ceux qui, tout compte fait, demain, permettront aux citoyens européens de se rendre compte que sa manière de vivre dépend en grande partie, au sens positif du terme, de ce qui est décidé à travers la réflexion européenne. L'implication de notre Assemblée s'est traduite aussi par 2 résolutions adoptées cette année sur proposition de notre collègue Christophe Caresche, qui est ici présent, sur les orientations européennes de la politique économique et sur l'avis de la Commission européenne sur les programmes de stabilité et de réforme de la France. Notre Assemblée a également adopté cet été une résolution qui met en évidence les conditions à réunir pour réussir le chantier de l'approfondissement démocratique de l'Union économique et monétaire. Et notre Assemblée demande ainsi que la Commission européenne présente avant le 2e mardi d'octobre son avis sur le projet de loi de finances. Elisabeth l'a dit en conclusion, si on veut assurer en temps utile la bonne information de notre Assemblée, et je pense que c'est la même chose pour toutes les autres assemblées nationales de tous les autres États, la Commission européenne, si elle souhaite pouvoir tenir compte des dernières prévisions économiques qui lui sont données, prévoir de rendre public son avis sur le projet de budget français, ne peut pas attendre le 15 novembre. Le 15 novembre, en effet, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant modification du projet de budget, c'est-à-dire le jour où nous achevons l'examen du projet de loi de finances, il y a une incohérence. Et nous en profitons pour rappeler, puisque le commissaire Barnier est parmi nous, que cela nous pose des problèmes, y compris des problèmes de démocratie. La Commission européenne ne pourrait-elle pas, donc, Monsieur le Commissaire, avancer la publication de ses prévisions économiques? Nous avons proposé mardi avant la mi-octobre. Il y a peut-être une souplesse à trouver cette année, mais en tout cas, aller dans ce sens-là. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que comme c'est la première année que nous mettons en œuvre le Tupac, c'est une année de rodage. Et donc, nous allons en discuter, la Commission des Affaires européennes, à la mi-novembre avec le commissaire Olli Rehn, mais je pense que nous en discuterons ensemble aussi parce que les différentes commissions seront concernées, y compris, bien sûr, les commissions européennes. Par ailleurs, donc, pour ne pas être longue, je voudrais me féliciter de la prise en compte accrue de l'évolution du solde structurel dans les appréciations portées sur les finances publiques nationales, ainsi que du délai accordé cette année à la France. Je continue à m'interroger sur la pertinence des règles européennes relatives à l'appréciation des déficits publics. Et vous savez bien, Monsieur le Commissaire, que je ne suis pas seule. En effet, on a bien vu que l'austérité était maintenant mise en cause, au niveau international comme au niveau européen. Donc, il y a peut-être une souplesse que la Commission n'a pas non plus totalement encore adoptée. Les investissements d'avenir, Elisabeth Guigou en a parlé, en particulier dans le domaine de la transition écologique, sont en effet l'exact opposé d'une charge économique. C'est au contraire ce qui donne de la souplesse et de la visibilité, de la lisibilité au niveau international. Dès lors, pourquoi ne pas faire évoluer les règles pour en tenir compte? Pourquoi l'Union donne-t-elle parfois l'impression de repartir en arrière même sur les sujets d'énergie? Où sont donc les réflexions au niveau d'une transition écologique qui apparaît comme pourtant nécessaire, mais dont on ne voit toujours pas la prise en compte concrète? Enfin, dans les recommandations du Conseil relatives au programme de stabilité et de réforme, la France est invitée à prendre des mesures supplémentaires pour déplacer les charges fiscales sur le travail vers les taxes environnementales ou la consommation. Alors, en bonne écologiste, je vais dire, cela me satisfait sur le principe. Mais quand on va, la semaine dernière, j'étais à Bruxelles sur les sujets énergie, et que des fonctionnaires de la Commission nous expliquent que, oui, mais enfin, il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'on peut faire du côté des taxes environnementales qui aurait du sens sur le travail. On ne peut pas nous demander de dire l'environnement peut compenser le travail et dans le même temps nous dire mais c'est pas possible. Donc j'aimerais bien, Monsieur le Commissaire, que vous nous disiez si effectivement les taxes environnementales ont du sens et à ce moment-là sont-elles effectivement une bonne réponse permettant de baisser du côté du coût du travail, ce qui nous paraîtrait quand même quelque chose de cohérent. Donc notre Assemblée a elle-même, dans sa résolution sur l'avis de la Commission européenne sur le programme de stabilité, souhaité que la fiscalité soit réorientée pour privilégier les activités moins polluantes, moins génératrices de gaz à effet de serre et créatrices d'emplois.
J'aimerais pour finir, donc, Monsieur le Ministre, que vous nous précisiez dans quelle mesure le gouvernement entend mieux prendre en compte ces recommandations et, de manière plus générale, l'impératif de transition écologique dans le projet de loi de finances. Et merci à vous, Monsieur le Commissaire, de nous éclairer sur les premiers pas du Tupac et sur la volonté politique de la Commission en matière de fiscalité. Car cette fiscalité française, vous la trouvez trop lourde, vous l'avez dit dans une interview récente, mais en quoi la Commission européenne peut-elle aider plus encore le gouvernement français au moment où sont bloqués les eurobonds par l'Allemagne, par exemple, et où l'amorce de la fiscalité partagée à travers la taxe sur les transactions financières paraît elle aussi un peu bloquée. Voilà, merci de nous donner quelques-unes des réponses. Merci. Valérie Rabault, vice-présidente de la Commission des finances. Pour 5 minutes aussi. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Alors, je me dois tout d'abord de vous présenter les excuses du Président et du rapporteur général de la Commission des finances, qui sont, comme vous le savez, très sollicités pendant cette période budgétaire. En effet, le moment de cette table ronde est à la fois très bien choisi puisqu'il tombe à la veille de l'examen en hémicycle de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, mais inévitablement un petit peu problématique puisqu'il coïncide avec l'ensemble des travaux de la Commission des finances sur ce budget 2014. Alors de même, la toute prochaine conférence qui va se tenir à Vilnius, qui est dans le cadre de l'article 13 du TSCG, se tiendra alors que nous n'aurons pas encore achevé le projet de loi, l'examen du projet de loi de finances. Et en ce sens, je rejoins ce qui vient d'être dit par les deux présidentes sur peut-être une harmonisation du calendrier qui permettrait d'intégrer l'ensemble des données. Alors l'an dernier, à la même date, avec le président Bartolone, la commissaire Viviane Reding et des collègues du Parlement européen, nous avions tenu une séance publique qui était consacrée à la prise en compte des orientations budgétaires pour le projet de loi de finances dans le cadre du semestre européen. Notre commission des finances a participé depuis aux travaux qui se sont tenus à la fois à Nicosie et à Dublin, lors de réunions qui ont réuni l'ensemble des commissions des finances des parlements nationaux des pays européens et qui, je crois, ont permis de faire émerger plusieurs points, mais en tout cas 2 points qui ont recueilli un consensus et même une unanimité, 2 points extrêmement importants. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a la notion de déficit structurel qui, je crois, a été unanimement plébiscité. Alors bien sûr, ce déficit structurel, c'est moins intuitif que du déficit nominal qui se compte en euros sonnants et trébuchants, mais ce déficit structurel prend en compte une notion qui est extrêmement importante pour l'Europe, c'est la notion de croissance potentielle. Et nous savons bien que la croissance, c'est véritablement la pierre angulaire qui permet de réduire les déficits. Et c'est donc elle qu'il faut à la fois protéger, et je sais que les deux présidentes viennent de le redire, et de soutenir via des politiques qui soient extrêmement adaptées. Ce point a véritablement, en tout cas lors des 2 réunions qui se sont tenues de l'ensemble des commissions des finances, a été soutenu et plébiscité par l'ensemble des participants. Le deuxième point qui avait été évoqué lors de ces réunions, c'est l'idée qu'il faille renforcer notre capacité commune européenne à lutter contre l'évasion fiscale. C'est vrai qu'elle soit de l'évasion fiscale pour les ménages ou qu'il s'agisse d'évasion fiscale des entreprises. Sur ce point, effectivement, entre les différents parlements nationaux, il y a des rencontres qui sont menées pour mener cette lutte. Alors je crois que la table ronde que nous tenons aujourd'hui permet de constater l'importance du chemin qui a été parcouru dans l'adaptation des procédures budgétaires, notamment au regard des nouvelles exigences du TSCG. Le Parlement français a adopté fin 2012 une loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et bien entendu la loi de programmation des finances publiques pour des années 2013-2017 qui s'inscrit dans ce nouveau contexte. La Commission des finances a évidemment pris toute sa part dans l'élaboration de ces textes, mais maintenant il s'agit bien entendu de les mettre en œuvre. Et ça se traduit dans notre projet de loi de finances 2014, puisque pour la première fois dans notre histoire, et cela a été souligné lors de l'examen en commission, le projet de loi de finances a repris des objectifs en termes de déficit structurel, encore une fois, pour que cette notion de croissance potentielle pour l'Europe et pour la France, bien entendu, ne soit pas oubliée et surtout qu'elle soit prise en compte dans la construction des équilibres budgétaires.
Je ne vais pas revenir sur la mise en place du Haut Conseil des finances publiques que la Commission a déjà auditionné 3 fois. Je ne vais pas, donc qui a permis aussi de se repositionner sur toutes les hypothèses de déficit structurel sur laquelle le Haut Conseil a porté un avis. Pour conclure, bien évidemment, la Commission des finances suivra avec la plus grande attention les nouveaux échanges avec la Commission européenne prévus dans le cadre par le Tupac. Et les avis de la Commission européenne sur les budgets nationaux, même s'ils ne sont pas transmis aux parlements nationaux, cela n'interdira pas aux commissions permanentes, le moment venu, de s'en saisir, notamment en auditionnant le commissaire compétent. Bien, merci Madame la Présidente. Alors, je passe la parole à Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes pour 15 minutes en principe. Bien, Monsieur le Commissaire, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, merci la Commission des Finances, des Affaires étrangères et des Affaires européennes d'avoir finalement ensemble organisé cette table ronde qui, pour moi, d'ailleurs, une première que je puisse m'exprimer devant ces 3 commissions réunies. C'est pour moi l'occasion de souligner les liens finalement et la cohérence entre notre projet de loi de finances pour 2014, mais aussi nos engagements européens. Comme cela a été souligné par les interventions précédentes, de nouvelles règles, effectivement, en matière de gouvernance économique européenne s'appliquent pour la première fois cette année avec l'entrée en vigueur du paquet de 2 règlements en 2013, appelé aussi Tupac, pour ceux qui préfèrent une appellation anglo-saxonne. Consolider la zone euro, c'est évidemment rendre l'Europe plus forte, plus compétitive dans la mondialisation. C'est aussi faire des choix exigeants. Et il ne peut y avoir de monnaie unique sans coordination ni convergence des orientations et des politiques économiques. Et par ailleurs, l'approfondissement, ça a été signalé d'ailleurs par Mme la Présidente Guégou, de l'Union économique et monétaire est vraiment nécessaire. C'est grâce notamment à lui que la zone euro a pu laisser la crise derrière elle afin de se préparer au retour à la croissance. À cet égard, la crise a fait ressortir la profonde interdépendance de nos économies. Elle a aussi montré qu'il était sans doute beaucoup plus coûteux et douloureux de résoudre les crises une fois qu'elles étaient arrivées, qu'elles se sont déclenchées, plutôt que de les prévenir. Et ce dispositif prévu donc par ce paquet de 2 règlements relève de cette logique, à partir de cette année, donc, pour assurer un bon suivi du semestre européen qui s'achève et préparer le suivant. Tous les États membres de la zone euro, exception faite de ceux qui sont sous un programme d'assistance, doivent transmettre à la Commission européenne les grandes lignes de leur projet de budget pour l'année à venir. La France, en bon élève, l'a fait le 1er octobre dernier, c'est-à-dire 15 jours avant le délai qui lui était assigné. Sur cette base, la Commission rend des avis. Je pèse mes mots pour dire que les parlements, évidemment, de pays de la zone euro restent pleinement souverains dans ce processus. D'une manière générale, il appartient aux États membres de définir leur propre méthode, d'ailleurs, pour parvenir aux objectifs recherchés. Pour notre part, nous sommes attachés à une méthode en 3 temps définie par le Premier ministre pour la conduite de nos politiques et nos réformes, le temps du diagnostic, le temps de la concertation, avant évidemment celui de la décision. Cela étant, nous assumons la nécessité de nous coordonner davantage. Aucun État membre de la zone euro ne vit isolément. La France, avec sa politique, vise à mettre le sérieux budgétaire au service de la poursuite de nos priorités que sont la croissance et l'emploi, priorité au niveau national, priorité également au niveau européen. Et les efforts que nous poursuivons depuis l'an dernier commencent d'ailleurs, et nous en réjouissons, à porter leurs fruits. Alors, premier peut-être point de mon intervention, le sérieux budgétaire qui inspire notre projet de loi de finances nous met effectivement sur le chemin d'une croissance que nous espérons retrouver, d'une amélioration de la situation de l'emploi avec des statistiques récentes qui parlent d'elles-mêmes. Au 2e trimestre 2013, vous le savez, la croissance a atteint 0,4% dans la zone euro, 0,5% en France. Pour 2013, comme pour 2014, le FMI comme le CDE ont revu à la hausse leurs projections de croissance pour la France, avec un taux de croissance qui pourrait atteindre 1% l'année prochaine. Et l'inversion de la courbe du chômage, qui est
l'objectif fixé par le président de la République, est d'ores et déjà une réalité depuis 3 mois pour les jeunes, mais aussi pour d'autres catégories de population dans certaines de nos régions qui connaissent une reprise plus rapide et ferme. Ces signes sont encore timides, fragiles, mais encourageants, et je crois qu'ils sont le résultat d'une approche équilibrée entre sérieux budgétaire et action en faveur de la croissance. Et oui, je crois que nous pouvons dire, nous avons résolument, courageusement même fait le choix du sérieux budgétaire, qui s'est traduit par un effort structurel de 3% du PIB en 2 ans. Et comme le président de la République s'y était engagé, cet effort reposera en quasi-totalité, 80%, sur la réduction des déficits publics. Des choix courageux, difficiles. Et cette réduction des dépenses est sans précédent sous la Ve République. C'est parce que nous sommes sérieux et que ce sérieux est jugé crédible à Bruxelles que nous avons obtenu de la Commission européenne d'abord, de l'ensemble de nos partenaires ensuite, 2 années supplémentaires pour corriger le déficit dont nous avons hérité. Ça a été souligné d'ailleurs par mesdames les présidentes Guigou et Roy. Le sérieux, nous en faisons aussi preuve dans les prévisions économiques qui sous-tendent le projet de loi de finances pour 2014. Force est de constater que nous avons effectivement choisi la prudence en partant d'une hypothèse de croissance à plus 0,1% en 2013, plus 0,9% en 2014. Ces chiffres sont aujourd'hui, depuis quelques jours, en deçà des prévisions du FMI. Et ce travail que nous avons d'ailleurs accompli a été reconnu par le commissaire Olli Rehn, que personne ici ne soupçonne de complaisance, évidemment, à notre égard. Il en va de même pour tous les commissaires du collège, évidemment, sous la présidence de M. Barroso. Au lendemain de la présentation de notre projet de loi de finances en Conseil des ministres, Olli Rehn affirmait que ce projet de loi de finances est marqué par la responsabilité et la prudence, tout en nous invitant à poursuivre nos efforts, je cite, pour consolider la reprise et doper la création d'emplois durables. Il n'a pas hésité à qualifier d'ambitieuses les réformes que nous avons déjà accomplies depuis 1 an. Mais le sérieux qui inspire nos politiques ne doit pas être confondu avec l'austérité, car l'austérité reviendrait à tourner le dos à la croissance, à casser la dynamique qui est en train de se mettre en place. Et pour cela, nous avons besoin, je vais y revenir, de politiques actives en faveur de l'investissement et de l'emploi. Deuxième donc sujet de mon intervention, c'est que ces priorités pour la croissance et l'emploi se déclinent au niveau national comme au niveau européen. Vous aurez, mesdames et messieurs les parlementaires, l'opportunité au cours des prochains jours, à partir de demain, de débattre et de vous prononcer sur le projet de loi de finances pour 2014. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué chargé du budget vous accompagneront évidemment dans vos travaux. Comme ministre délégué aux affaires européennes, il ne m'appartient pas de me prononcer en détail sur le contenu de ce projet de loi de finances. Et le sens de notre rencontre aujourd'hui est différent. Mon propos vise avant tout à mettre en évidence la cohérence globale de notre action en faveur de la croissance et de l'emploi à l'échelon national comme à l'échelon européen. Depuis le départ, le choix du gouvernement est très clair. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour combattre le chômage, le décrochage de certains jeunes dans leur parcours de formation à l'accès à l'emploi. Cela implique d'agir de façon tout aussi résolue au niveau européen qu'au niveau national. Et toutes les synergies possibles doivent être recherchées et aucune opportunité ne doit manquer de jouer de l'effet levier entre ces 2 niveaux. C'est le sens, même si cela échappe quelquefois au grand public, des initiatives qui sont prises par le président de la République pour favoriser la croissance et l'emploi dans le cadre des équilibres de notre budget national, mais aussi en remettant ces priorités au cœur d'un agenda européen qu'il s'agit de réorienter. Des résultats sont là. Je veux, cet après-midi, vous en donner quelques exemples. Prenez le pacte de croissance que nous avons obtenu au Conseil européen de juin 2012. La réorientation des fonds structurels inutilisés alors était une décision importante. Elle nous a permis en France d'améliorer marginalement l'usage de ces crédits, mais à l'échelle de l'Europe. Elle a permis à nos entreprises d'aller chercher des marchés financés par ces crédits dans d'autres pays de l'Union européenne où les fonds structurels étaient sous-utilisés. Mais pour moi, la mesure peut-être du pacte de croissance la plus porteuse
pour l'avenir, c'est celle de l'augmentation du capital de la Banque européenne d'investissement, qui est devenue recapitalisation effective au premier trimestre de cette année 2013, alors que nous en avions pris la décision en juin 2012. Grâce à cette augmentation de prêts, la BEI en France, qui chaque année apportait 4,5 milliards d'euros à nos entreprises et à nos territoires, va croître en montant à 7 milliards en 2013, 7 milliards en 2014, 7 milliards en 2015. Et de nouveaux projets sont déjà au rendez-vous. Tous les projets signés par la BEI depuis cet été sont possibles parce qu'il y a eu effectivement ce pacte de relance en juin 2012. Et à l'heure où nous nous parlons, nous avons déjà franchi la barre des 5 milliards d'euros et nous sommes certains d'atteindre les 7 milliards à la fin de l'année 2013. Prenez également, deuxième exemple, le cadre financier pluriannuel, sur lequel le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord et qui devrait être formellement approuvé dans les prochaines semaines par vos collègues députés européens. Quand nous portons au sein de ce CFP à 70 milliards d'euros le budget européen de la recherche sur la période 2014-2020, nous sommes convaincus que c'est le meilleur moyen de transformer les idées dans nos laboratoires en emploi dans nos territoires. Quand nous rehaussons au sein de ce CFP de 8 à 19 milliards le budget européen en faveur des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications, c'est parce que nous sommes convaincus que ces grands chantiers sont des moteurs de la croissance et de la création d'emplois. Quand nous obtenons de haute lutte les 16 milliards de fonds structurels européens pour les régions françaises, c'est parce que nous avons la conviction que la croissance passe par les territoires. Et quand nous décentralisons la gestion de ces fonds aux régions, c'est parce que nous avons la conviction que les collectivités territoriales sont les mieux placées pour accompagner les entreprises et les créations d'emplois et pour fournir à nos concitoyens les équipements et les services dont ils ont besoin pour mieux vivre ensemble tout en créant de l'emploi. S'agissant de l'emploi, autre exemple, et en particulier celui des jeunes, je veux citer le fait que pour la première fois dans l'histoire du budget de l'Union, une ligne dédiée, spécifique, de 6 milliards d'euros sera votée, là aussi théoriquement pour la période 2014-2020, mais dans les faits pour les années 2014 et 2015, de 6 milliards d'euros pour accompagner les régions où le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est supérieur à 25%. Sur ces 6 milliards, la France obtiendra probablement de l'ordre de 600 millions d'euros, profitant à une douzaine de régions métropolitaines, mais aussi des territoires d'outre-mer, ce qui fait qu'environ 320 000 jeunes pourront être aidés à ce titre en France. Ces financements et ce dispositif viennent compléter toutes les mesures prises au niveau national et qui seront financées dans le cadre du projet de loi de finances. Les emplois d'avenir, bien sûr, les contrats de génération, la consolidation des contrats aidés. Voilà, me semble-t-il, un bel exemple de synergie entre le budget national et le budget européen. Ce qui est vrai du côté des dépenses l'est aussi en recettes. À titre d'exemple, le PLF 2014 prévoit des dispositions pour lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale. Eh bien, cela est cohérent avec le fait que la France a demandé au printemps dernier, avec 4 autres États membres, la génération de l'échange automatique d'informations fiscales au niveau européen, sujet sur lequel nous reviendrons au mois de décembre lorsque sera examinée notre demande de révision de la directive régissant la fiscalité de l'épargne au niveau européen. Je veux en parler puisque Valérie Rabault elle-même a cité ce sujet comme d'importance pour lutter contre la fraude. Voici en quelques mots ce que je voulais vous dire concernant le PLF et le semestre européen. Nous donner finalement des moyens de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens nécessite que tous les moyens, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, soient mobilisés pour y arriver. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vous proposons avec le PLF. Et à la mi-novembre, la Commission nous fera part de son avis sur le PLF, mais je le rappelle, bien que la Commission examine le PLF avant son adoption, elle n'est appelée qu'à donner un avis. Celui-ci n'est pas contraignant et c'est au Parlement qu'il revient en toute souveraineté de débattre, de se prononcer sur ce projet de loi de finances. J'espère que la
l'intérêt des Français comme des Européens, pour la croissance et l'emploi, emportera votre adhésion. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous le dire. Commissaire européen au marché intérieur et aux services, pour 15 minutes également. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Mesdames les Présidentes, de votre invitation. Je suis très heureux pour beaucoup de raisons de retrouver cette assemblée où j'ai siégé pendant une bonne quinzaine d'années et d'être aux côtés du ministre des Affaires européennes et de répondre à votre invitation avec les représentants de 3 commissions parlementaires du Parlement européen. Je dois excuser mon collègue Olli Rehn qui est retenu, comme j'aurais pu l'être moi-même, par la réunion de l'Eurogroupe en ce moment même à Luxembourg et demain du Conseil des ministres des Finances que je rejoindrai. Je forme d'ailleurs le vœu, Madame la Présidente, si je peux parler franchement, que pour donner à ce dialogue que nous construisons ensemble de manière très pragmatique et empirique toute sa force, tous les grands acteurs, au-delà des députés qui sont ici, du commissaire, du ministre des Affaires européennes, puissent être présents dans ce dialogue. Je pense notamment au ministre du Budget. Je peux comprendre les contraintes que les uns et les autres peuvent avoir, mais il faut que ce dialogue ait toute sa force et que tout le monde puisse être autour de la table. Je vais naturellement vous dire mon sentiment, celui de la Commission européenne, de manière objective. Il n'y a pas de complaisance à demander ou à redouter de la Commission. Je tiens au pantin, l'objectivité, l'indépendance. D'un travail collégial, je dirais mon sentiment au regard de l'exécution du budget 2013 et de la préparation du budget 2014. Mais permettez-moi simplement, puisque nous sommes, comme Isabelle Guigou l'a dit, présente au roi aussi dans une première édition, de rappeler le nouveau contexte de gouvernance dans lequel nous travaillons. Ce budget 2014 est le premier depuis l'entrée en vigueur des 2 règlements européens, dit des Tupac, comme on dit en patois savoyard. Et M. Biard ne m'écoute pas, bien qu'il comprenne, bien qu'il comprenne le patois savoyard. Enfin, nous sommes 4 ici au moins à pouvoir le comprendre. Oui, j'espère bien, je suis venu pour ça aussi. Ces 2 règlements viennent renforcer la gouvernance économique. Je voudrais rappeler peut-être, non pas forcément pour vous, mesdames et messieurs les députés, mais aussi pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur, la raison fondamentale de tout cela, et Jacques Delors avait été le tout premier à la diagnostiquer, cette raison, sans être entendu à l'époque, on ne peut pas avoir une union monétaire et en même temps une désunion économique et budgétaire. Je peux y comprendre qu'on soit contre l'union monétaire, qu'on ait été ou qu'on soit contre l'euro, j'entends un certain nombre de voix dans ce sens, mais si on considère que l'euro est d'intérêt général, comme je le pense, pour nous protéger, pour éviter la guerre monétaire à l'intérieur du marché unique, alors il faut aller vers l'union économique et budgétaire. Au sein de la zone euro, si on n'y prend pas garde, et on n'y a pas pris garde depuis 10 ans, les problèmes budgétaires, économiques, financiers des uns deviennent très vite les problèmes de tous. Voilà. Et c'est ça l'explication fondamentale du travail que nous avons engagé, qui a été d'ailleurs clairement appelé par la crise financière, venant accentuer la crise de la dette souveraine et montrant au grand jour ce qui était sourd ou souterrain pour le grand public et pour beaucoup d'acteurs, les faiblesses européennes, les faiblesses nationales en matière de déficit ou de dette, les faiblesses de gestion de la zone euro, les faiblesses que je connais bien puisque je les traite de la régulation financière. N'ayons pas la mémoire courte. En tout cas, moi, je n'aurai pas à la place où je me trouve la mémoire courte. Je ne l'ai pas eu depuis 3 ans dans l'agenda de régulation financière que nous avons bâti ou rebâti, 28 lois de régulation financière, et ce n'est pas fini. Et mon collègue Olli Rehn n'a pas la mémoire courte, notamment quand on se souvient du choc que nous avons tous vécu avec les chiffres qui nous ont explosé la figure de la déficit des finances publiques grecques en avril 2010. Donc nous sommes engagés dans la construction de cette nouvelle gouvernance économique et budgétaire. Ça se traduit par ce nouveau calendrier pour renforcer le dialogue entre la Commission et les parlements nationaux avec le Parlement européen. Je rappelle que pour la première fois cette année, tous les États membres de la zone euro auront transmis d'ici demain
leur projet de loi de finances à la Commission européenne, comme la France l'a fait le 1er octobre. Et en effet, Madame la Présidente Roy, le 15 novembre, la Commission rendra un avis public sur ces projets pour chacun des pays. Alors, un mot du calendrier, puisque vous avez bien fait de m'interpeller sur ce sujet. D'abord, l'harmonisation est un des 2 points des calendriers budgétaires nationaux entre eux, notamment dans la zone euro. Le Tupac, qu'il crée pour la première fois depuis l'avènement de la monnaie unique, un calendrier budgétaire unique pour les États membres de la zone euro. J'ai dit tout à l'heure les obligations de délai, présentation du budget avant le 15 octobre, budget final pour le 31 décembre. Ça va permettre au ministre des Finances de la zone euro de discuter des budgets avant leur adoption pour la première fois depuis la création de l'euro, sans compter le travail commun que vous allez faire au niveau de cette conférence de Vilnius entre les commissions parlementaires. Donc, harmonisation ou coordination des calendriers nationaux qui étaient juxtaposés et indifférents les uns des autres jusqu'à présent. Puis il y a la date de notre avis, que toutes les 3 vous avez rappelé. Si on veut des prévisions correctes de la part de la Commission européenne, objectives, on doit travailler sur les chiffres qui nous sont transmis par les États et qui nous sont transmis par les États au 1er octobre, s'agissant de la France, qui doivent être validés par Eurostat, dont nous avons d'ailleurs renforcé les moyens. Et cette validation nous parvient la 3e semaine d'octobre. Entre le 1er octobre et la 3e semaine d'octobre, il reste 15 jours avant la publication de l'avis de la Commission. Voilà. Donc, je pense que ce calendrier, Mesdames les Présidentes, peut être amélioré, peut être accéléré, et qu'il doit l'être. Mais je vous indique simplement que le début de l'opération, c'est la transmission des chiffres. Donc, il va falloir, si on veut aller plus vite, et il faut aller plus vite, gagner 8 jours, 15 jours, 3 semaines, pour vous permettre d'avoir tout cela en temps voulu, vous-même, pour adopter le budget ici à l'Assemblée. Le Sénat a un peu plus de temps, qu'on reçoive les chiffres un peu plus tôt et qu'on accélère également la présentation de ces chiffres sur lesquels nous travaillons au niveau des gouvernements. Je voudrais également, comme l'a dit Thierry Repentin, rappeler 2 choses s'agissant de cette procédure. L'avis que nous allons publier n'est pas une instruction. Il est la mise en œuvre concrète du nouveau règlement de copropriété de l'euro, de telle sorte qu'on évite les erreurs du passé ou les faiblesses du passé d'un règlement de copropriété, d'un pacte de stabilité et de croissance qui n'était pas complet, qui n'était pas solide, puisqu'il n'y avait pas de lien pour le rendre non pas obligatoire, mais qu'il soit respecté. Et donc, là aussi, je recommande qu'on tire les leçons du passé et qu'on ne laisse pas s'accumuler les déficits budgétaires chez les uns ou les autres en provoquant pour tous des catastrophes ou des difficultés graves. Deuxièmement, cet avis n'est en aucun cas un droit de veto européen sur l'élaboration des budgets nationaux. Chaque Parlement national garde sa pleine souveraineté et c'est d'abord à la France qu'il appartiendra d'en tirer les conséquences. Pour avoir été député pendant 15 ans, je l'ai dit, membre de la Commission des Finances, Madame la Présidente, moi j'aurais été très heureux à cette époque, ça remonte à quelques années, de disposer, même s'il n'y avait pas à l'époque l'engagement de l'euro, d'un regard indépendant, extérieur, pour savoir ce qui se passait à côté. En dehors de l'euro, j'aurais été très heureux, quand j'étais membre de la Commission des Finances ici, de savoir ce qui se passait dans les autres pays, notamment en Allemagne ou ailleurs, et que quelqu'un me le dise de manière indépendante. J'aurais été également très heureux à l'époque, c'est un très grand progrès que la France vient de faire, encouragé d'ailleurs par le traité et la Commission, en créant le Haut Conseil. Parce que j'aurais été également très heureux, comme membre de la Commission des Finances, de ne pas vivre les polémiques que j'ai connues à l'époque. Entre l'opposition et la majorité, qui ne sont jamais les mêmes, d'ailleurs ça bouge, entre les différentes institutions nationales sur le niveau du déficit, sur le niveau de l'endettement. On était à contester entre nous, membres de la même commission des finances, des chiffres sur lesquels, objectivement, on doit avoir les faits et les chiffres exacts. Ça, c'est deux grands progrès que vous devez bien et que nous devons bien mesurer. Voilà. J'ajoute enfin sur la question de la méthode que nous allons
transmettre à l'Eurogroupe, nous, Commission, un rapport sur la situation budgétaire consolidée de la zone euro. Et dire, pour l'ensemble de la zone euro, la situation budgétaire qui résulterait de l'adoption des 13 projets de loi de finances que nous examinons, que nous rassemblons, que nous consolidons. Les pays qui sont sous programme d'ajustement, Irlande, Grèce, Chypre et Portugal, font l'objet d'une autre procédure de surveillance plus régulière et plus serrée encore. Voilà, j'ajoute enfin que ce nouveau calendrier dit du two-pack, c'est-à-dire de prévision d'avis à l'automne, s'articule, je crois, assez clairement avec le semestre européen et l'exercice de printemps qui permettra que les recommandations budgétaires adoptées au printemps soient effectivement traduites dans le budget. Voilà. Nous tenons désormais mieux compte, mesdames et messieurs, du critère de la dette publique. Depuis l'entrée en vigueur du six-pack, qui a corrigé les faiblesses que j'indiquais du pacte de stabilité et de croissance, nous voulons nous assurer que la dette est sous contrôle. C'est une nécessité, notamment dans un pays où la dette s'achemine vers les 100% du PIB, je parle de la France, puisqu'elle représente cette dette aujourd'hui près de 30 000 € par habitant. On ne peut pas continuer, je le dis comme commissaire, mais aussi comme citoyen français, à hypothéquer l'avenir, à emprunter à nos enfants, non pas pour des dépenses d'avenir, pour des dépenses d'infrastructure, de communication, d'éducation, de recherche, mais pour notre propre fonctionnement. Et on ne peut pas continuer à dépenser plus d'argent pour payer les intérêts de cette dette que pour l'éducation. Je pense que cette accumulation de dettes est tout simplement antisociale. Voilà ce que je pense. Et naturellement, j'ai dit et je répète que ce dérapage de la dette publique n'est pas lié à une date précise d'un changement du gouvernement. Nous avons nous-mêmes, M. Olli Rehn et la Commission, indiqué, ça fait 3 ans qu'il y a une aggravation de ce déficit, et donc il n'y a pas une journée ou une élection qui sépare la lumière de la nuit. On reprend des expressions connues du passé. Et il y a une responsabilité partagée sur l'accumulation de cette dette à travers plusieurs gouvernements. Mais cette dette, elle n'est pas bruxelloise, mesdames et messieurs. Personne depuis 30 ans ou 40 ans n'a exigé de la France, depuis Raymond Barre, je crois, de présenter un déficit budgétaire national. Personne n'a imposé ça. C'est une responsabilité française et Bruxelles n'y est pour rien. Je voudrais également dire que ces règles prennent en compte, comme vous l'avez rappelé, mesdames les présidentes, le solde structurel tout au long du cycle économique. Elles évitent que les États ne relâchent leurs efforts en haut du cycle et elles garantissent que seule une politique budgétaire non conforme aux engagements pris par les pays, chacun, puisse être sanctionnée et non pas le résultat de la conjoncture ou d'une dépression brutale de la conjoncture. J'ajoute que le nouveau calendrier d'automne doit justement aider les pays membres de la zone euro à éviter les sanctions, puisqu'il permettra de voir comment les recommandations que nous adressons à chaque pays au printemps sont prises en compte dans le budget de la loi de finances de l'année suivante et, le cas échéant, permettre aux États de corriger le tir. C'est donc, pour les raisons que j'ai indiquées, une sorte de monitoring ou de surveillance collective que nous engageons dans l'intérêt général de la zone euro et de sa stabilité, et une évaluation mutuelle des politiques économiques et budgétaires entre ces 17 pays et bientôt 18 pays, plutôt que d'avoir 18 politiques budgétaires fiscales juxtaposées, quelquefois concurrentes. Je voudrais dire un mot maintenant de l'exécution du budget 2013. Nous poursuivons naturellement, vous le savez, avec les autorités françaises, Thierry Opentin l'a dit, nos discussions pour apprécier les mesures prises par la France pour corriger son déficit excessif. C'est trop tôt pour moi d'exprimer au nom de la Commission de tirer des conclusions. Nous le ferons le mois prochain. Cela dit, nous prenons note de ce que l'objectif d'un déficit nominal
de 3,9% du PIB ne devrait pas être atteint, puisque le gouvernement nous a informé qu'il tablait, lui, sur un déficit de 4,1%. En vertu des nouvelles règles que je viens d'évoquer, la Commission centrera son analyse sur le niveau de l'effort structurel, en distinguant entre la part du déficit qui relève de la conjoncture et celle qui est directement liée à des décisions de politique économique. Vous savez que la France est engagée à une réduction du déficit structurel de 1,3% du PIB en 2013. C'est bien la preuve d'ailleurs que le pacte de stabilité n'est pas aveugle et que notre analyse ne se résume pas au déficit nominal, même si, in fine, il ne peut pas être sous-estimé puisque c'est lui qui détermine l'accroissement de l'endettement du pays. Mais le simple fait que nous ayons, comme vous l'avez rappelé, Mesdames les Présidentes, ramené l'échéance du déficit nominal sous la barre des 3% de 2 ans, nous l'ayons retardé en juin dernier, après un premier report d'une année de 2012 à 2013, prouve bien que nous tenons compte du contexte macroéconomique dans l'application de nos règles, et ça vaut pour la France de manière objective, et c'est également vrai pour d'autres pays, l'Espagne par exemple, Monsieur le Président, comme vous le savez. Bon, je conclus en évoquant, si vous le voulez bien, les projets de loi financière pour 2014. Ce projet de loi nous a été remis par Pierre Moscovici le 1er octobre. Nous l'examinons attentivement sous l'autorité de mon collègue Olli Rehn. Ce que je peux dire, sans préjudice d'une analyse approfondie, et au-delà des mots qu'a prononcés mon collègue Olli Rehn en qualifiant ce budget dans une toute première approche de prudent et de responsable, encore une fois, nous serons objectifs et sans complaisance dans notre analyse. C'est l'intérêt même de la France, parce que l'absence de complaisance sur Repentin, c'est aussi une garantie dans notre analyse vis-à-vis des budgets des autres pays. Nous sommes objectifs avec tout le monde, et c'est aussi une garantie que vous avez, et une certaine protection. Il y a des points positifs dans ce que nous savons du budget 2014. D'abord, et pour la première fois depuis longtemps, un budget qui se fonde sur une prévision de croissance plausible. Nous le jugeons comme plausible à plus 0,9%, et le Haut Conseil des finances publiques l'a jugé plausible. Ensuite, ce projet traduit la volonté de la France de respecter ses engagements européens, puisque le déficit nominal devrait être ramené à 3,6% du PIB, avec cet effort structurel de 0,9%, ce qui est en ligne avec les 0,8 demandés par la recommandation du Conseil au mois de juin dernier dans la procédure de déficit excessif engagée à l'égard de la France. Troisième point, il nous paraît positif, comme vous l'avez également rappelé l'une et l'autre, que l'assainissement budgétaire passe à 80% par une meilleure maîtrise des dépenses et à 20% seulement par de nouvelles recettes. C'était aussi une des recommandations adressées par la Commission à la France. À côté de ces 3 points positifs, je voudrais indiquer sur quoi nous travaillons et nous avons des préoccupations. Toute la difficulté consistera, comme l'a dit Elisabeth Guigou, avec rigueur, c'est le mot que vous avez employé, à maintenir ces orientations volontaristes. Et d'ailleurs, le Haut Conseil l'a lui-même souligné. Ça va nécessiter de confirmer le mouvement engagé en faveur de la rationalisation de la dépense, notamment dans le cadre de l'exercice de modernisation de l'administration publique et de la révision générale des politiques publiques. Il faut bien garder à l'esprit que le projet présenté par la France, tel que nous l'avons dans une première approche examinée, ne comprend pas de diminution nette de la dépense publique en valeur, et que le taux des prélèvements obligatoires a augmenté de 4 points dans notre pays entre 2010 et 2013. Je redis cela pour que on dise bien, je dis bien que c'est une responsabilité partagée au-delà des changements politiques. Et voilà pourquoi nous pensons que la ligne rouge a été franchie s'agissant du niveau des prélèvements obligatoires et du montant de la fiscalité, ce qui a provoqué, ou ce qui provoque, comme l'a dit lui-même M. Moscovici,
ce ras-le-bol fiscal dans beaucoup de secteurs de l'activité française. Il y a trop d'impôts en France pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur. La dépense publique de notre pays atteint désormais 57% du PIB, soit 12 points de plus qu'en Allemagne. Et en moyenne européenne, zone euro et Union européenne, c'est 49%, rapporté à 57% pour la France. On n'inversera pas durablement la tendance sans un effort important et soutenu qui aille plus loin que la suppression de dépenses ponctuelles ou la réduction du nombre de niches fiscales. Je dis cela en faisant référence d'ailleurs aux recommandations qui ne viennent pas de Bruxelles, qui sont contenues dans les rapports de la Cour des comptes et encore ce matin s'agissant des collectivités locales. Mais la clé, mesdames et messieurs, au-delà des efforts budgétaires auxquels nous appelons la France comme d'autres pays, qui permettra de régler moins difficilement ou plus facilement les difficultés budgétaires, la clé, elle est dans une véritable politique de compétitivité. Car la vraie faiblesse structurelle de la France, depuis 15 ou 20 ans, est clairement dans son déficit de compétitivité. Le semestre européen a déjà permis de débattre de ces sujets. Notre exercice de revue de la situation des pays a montré que la France a de vrais progrès à faire pour éviter cette longue détérioration ou la freiner, notamment pour retrouver une capacité de performance à l'exportation. Il faut que nous cherchions par tous les moyens, je dis nous parce que je me sens solidaire, d'améliorer notre compétitivité hors coût. Là aussi, je recommande souvent de lire le rapport de Louis Gallois qui a clairement identifié la question de la qualité des produits, de l'effort qu'il faut faire sur les gammes par rapport à d'autres pays européens. Le crédit impôt recherche les pôles de compétitivité, la banque publique d'investissement qui a été récemment créée sont des réformes très importantes et positives. Je pense qu'il faut aller plus loin, notamment dans les programmes d'apprentissage, plus nombreux, de meilleure qualité pour les jeunes, en soutenant activement l'innovation et en restaurant les marges des entreprises exportatrices. Je crois aussi que la France devra avoir le courage de s'attaquer plus clairement à la question du coût du travail. Je ne parle pas du montant des salaires, je parle du coût du travail. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est une mesure qui va dans le bon sens, mais si elle compense seulement en partie la hausse de la fiscalité qui pèse sur les entreprises, nous pensons qu'il faut déplacer la pression fiscale du travail vers d'autres assiettes qui pèsent moins sur la croissance et sur la compétitivité externe, la CSG, la TVA, les taxes vertes. Je vous écoutais, Mme Auroy, tout à l'heure, je sais votre sensibilité à ça, et en vous écoutant, je pensais à un rapport que j'ai présenté au nom de l'Assemblée nationale et de la Commission des finances de l'Assemblée il y a une vingtaine d'années, avec une centaine de propositions. C'était un rapport sur le financement de l'environnement. 80% de ces mesures ont été d'ailleurs adoptées par différents gouvernements, mais l'une d'entre elles, j'ai demandé d'ailleurs au service de la Commission d'y travailler, c'est ce que j'avais appelé la TVE, la taxe à la valeur écologique. L'idée était d'utiliser la modulation de la TVA, qui est un impôt européen, l'un des rares impôts clairement européens, en classant les produits et les services par catégorie selon leur coût écologique quand on les produit, quand on les utilise, les consomme et quand on les détruit. Et donc je pense que, comme d'ailleurs le gouvernement français vient de le faire en abaissant le taux de la TVA sur les travaux d'efficacité énergétique, qu'il y a là une idée qui pourrait être creusée, y compris au niveau européen. Et le rapport Gallois comporte ici des propositions importantes sur ces sujets. Voilà, messieurs, j'en ai terminé en évoquant en conclusion le besoin que l'Europe a d'avoir en son sein des pays forts et une France forte économiquement et budgétairement, donc une France ouverte, notamment quand on sait l'importance des exportations à l'intérieur du marché unique et dans le reste du monde. Moi, je pense que si ces règles-là, que les différents gouvernements ont adoptées, n'existaient pas, il faudrait les inventer. Je pense qu'elles sont dans l'intérêt du Parlement national, des parlements nationaux, et dans l'intérêt de la France. Et que vous avez aussi, par le travail que nous allons faire, en commençant cette année, la garantie que nous donnons à chacun des pays de la zone euro qu'aucun d'entre eux ne viendra
par une politique solitaire, indifférente, parfois égoïste, remettre en cause l'équilibre macroéconomique de tous les autres. Voilà. Et donc, je voudrais vraiment, au-delà de cette enceinte, que nous fassions un effort de pédagogie pour expliquer qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la souveraineté nationale, budgétaire et fiscale de la France et du Parlement, qui seront intégralement respectés, mais de veiller à être plus forts ensemble en évitant, je le répète, que les problèmes mal maîtrisés de quelques-uns deviennent la crise pour tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Commissaire. Alors, Pervenche Berès, présidente de la Commission des Affaires sociales et de l'Emploi du Parlement européen, pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de respecter mon temps de parole autant que le commissaire vient de le faire. Je veux remercier l'ensemble des présidentes, vice-présidentes, mes collègues du Parlement européen et bien évidemment de l'Assemblée nationale que j'ai toujours plaisir à retrouver, ayant dans d'autres responsabilités aussi fréquenté ces bancs. Merci de ce deuxième exercice, puisque c'est le suivi, au fond, de la conférence que le président Claude Barthelone avait très intelligemment lancée l'année dernière, et qui, dans le pays du gouvernement économique, puisque c'est ici quand même que cette expression a été rodée, initiée, lancée, forgée, continue aujourd'hui à être un animal parfois mal maîtrisé. Or, pourtant, je pense que nous sommes encore au milieu du gué dans la dynamique qui va être incluse en matière de gouvernance économique. Je dis ça parce que lorsque vous regardez la communication en matière sociale que la Commission vient de mettre sur la table, enfin, s'agissant de la gouvernance de l'Union économique et monétaire, il y aura, et je remercie la présidente Roy et Le Morton de m'avoir invité à venir évoquer ces sujets devant les membres de l'Assemblée nationale, il y aura des développements et je pense que le plus tôt l'Assemblée nationale et le Sénat se saisiront de ces développements potentiels, le plus à l'aise on sera pour mener ensemble ce débat. Ce débat, il a forcément une dimension sur deux pieds. Et moi, ayant une culture totalement imbriquée entre les deux niveaux de la légitimité, je me refuse à la guerre entre les parlements. Car je crois qu'à chaque fois que le président Martin Schulz s'exprime, il le fait en ce sens. Nous devons tous nous mobiliser à nos niveaux de compétences pour exercer la responsabilité démocratique. Au niveau européen, nous plaidons pour la codécision sur l'examen annuel de croissance. Au niveau national, il me semble que le pouvoir des assemblées doit être renforcé au moment où le gouvernement transmet le programme national de réforme et le programme de stabilité et de convergence, dont découlent les recommandations spécifiques par pays, puis les plans budgétaires. Mais chacun doit s'occuper de son niveau sans craindre une interférence. Car le niveau européen, à la fois de l'élaboration et du contrôle, est essentiel pour une simple raison. C'est que lorsque je regarde aujourd'hui les recommandations spécifiques par pays, les mécanismes en place, ils pêchent encore dans leur capacité à analyser les interférences. Nous avons mis en place le mécanisme, la procédure pour les déséquilibres macroéconomiques. Pourtant, cette procédure n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Elle ne traite manifestement pas tout à fait sur un pied d'égalité les pays en surplus et les pays en déficit. Et surtout, lorsque ensuite sont mises en œuvre les recommandations spécifiques par pays, l'interface globale ex ante ne semble pas tout à fait lisible. J'espère être compréhensible par tous, mais devant des experts comme ici réunis, je suis sûre d'être suivie. Cette année, vous l'avez toutes dites, on est en plus dans une grande novation qui est la mise en œuvre des deux règlements dont le gouvernement français actuel a eu la charge de la négociation et qui concernent l'encadrement des plans budgétaires des États membres avec le calendrier tel qu'il a été décrit. Je voudrais simplement rappeler ce que le Parlement européen a exigé pour accepter la ratification de ces deux règlements.
qui pour l'instant restent des éléments en dynamique, si j'ose dire. D'abord, la mise en place d'un groupe d'experts sur la possibilité d'émission conjointe de la dette. Ensuite, le traitement spécifique de certaines dépenses d'investissement. Également, l'accroissement de la lutte contre l'évasion fiscale, mentionnée à juste titre par Valérie Rabault. Et puis, la question de la coordination des investissements, des instruments de convergence et de compétitivité. Là-dessus, il y a une dynamique qui est à l'œuvre et sur lequel, je crois, il faudra que chacun à nos places, nous continuons à observer la façon dont les choses progressent. Mon temps étant très, très court, je veux simplement mentionner trois éléments. Le premier, c'est qu'à côté du débat qui nous réunit ici aujourd'hui, il y a tout ce dont le ministre Thierry Repentin a parlé, qui a trait à la négociation du cadre financier pluriannuel, qui peut-être souffre encore de quelques obstacles sur le chemin de l'accord, parce que entre le Parlement européen et le Conseil, manifestement, il y a encore quelques petits ajustements. Mais dans ce cadre-là, effectivement, nous avons beaucoup œuvré ensemble et plaidé pour le financement de cette initiative en faveur de l'emploi des jeunes, qui est tout à fait essentielle. Et comme vous le savez, le Parlement européen a obtenu que ce ne soit plus pour des jeunes jusqu'à 25 ans, mais que les États membres puissent financer jusqu'à 30 ans. Simplement, dans les choses qui restent à discuter, il y a cette fameuse conditionnalité macroéconomique, qui n'est pas sans lien avec le débat que nous avons ici. Puisque, comme vous le savez, lorsqu'on a modifié le pacte de stabilité, des sanctions ont été envisagées et qu'au fond, ce dont nous discutons maintenant à travers le règlement sur les fonds structurels, c'est la matière première de ces sanctions. Or, ces sanctions, pour beaucoup d'États membres, restent une épée de Damoclès qui paraît totalement procyclique lorsqu'ils sont en situation difficile, d'autant plus que la question sociale est traitée de manière très déséquilibrée lorsqu'il s'agit du bras préventif ou du bras correctif de ces sanctions envisagées, et que, alors qu'au niveau de la Commission européenne, on envisage l'instrument de convergence et de compétitivité comme une incitation à la réforme fiscale, ces conditionnalités macroéconomiques apparaissent comme totalement aller dans le sens inverse, d'où un débat qui reste assez musclé entre le Parlement européen et le Conseil. Madame la Présidente Guigou, vous avez évoqué la question du calendrier. Je comprends que le commissaire Barnier vous a proposé d'anticiper en vous donnant déjà une évaluation des lignes rouges pour la Commission européenne du projet de budget tel qu'il a été transmis par la France. Je ne sais pas si vous vous en réjouirez, mais enfin je le constate. Moi, au-delà des questions de calendrier, il y a un point sur lequel, et là c'est un point de vue que je partage de longue date, sur lequel nous combattons, si j'ose dire, sur un front commun avec le président Alain Lamassoure, président de la commission du budget, c'est la question de la visibilité de la dépense publique au niveau national et au niveau européen. Là encore, la question de la cohérence et de la synergie entre la dépense européenne et la dépense nationale, par exemple en faveur de l'emploi des jeunes, a été mentionnée, mais ça ne peut pas être le seul objet. Et là-dessus, Eurostat est totalement silencieux. Il n'y a aucun mandat qui est donné en ce sens. Et la vraie gouvernance économique, sans rentrer dans les détails que font chacun des États membres, c'est de permettre cette synergie, car sinon, il n'y aura aucun pacte de croissance sur la durée qui fonctionnera. Et très franchement, quand je dis que nous sommes au milieu du gué, c'est bien aussi pour cette raison. Merci de votre attention. Merci Madame la Présidente. Alors, je suis sûre que M. Pablo Zalda Bidegain, lui, va respecter son temps de parole de 5 minutes. Je le remercie par avance, parce qu'il faut que nos collègues puissent intervenir et que, naturellement, le ministre et le commissaire puissent répondre. Monsieur Bidegain. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les commissaires, cher Michel, chers députés, chers collègues, merci beaucoup pour votre gentille invitation. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici entre vous un an plus dans cette Assemblée nationale, symbole de la démocratie mondiale. Un an après, l'Union européenne continue à travailler pour établir des bases solides pour une Europe meilleure où les intérêts communs doivent s'accorder solidairement. Permettez-moi de continuer dans ma langue materne, l'espagnol.
Tras 5 años de crisis, Europa sigue estando en una situación precaria. L'Europe continue à être dans une situation précaire, mais qui n'est pas aussi mauvaise que la situation budgétaire des États-Unis ou du Japon. Nous connaissons en effet aujourd'hui les premiers signes de reprise économique, même si ceux-ci sont extrêmement faibles pour le moment. Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup avancé sur l'établissement de bases solides qui permettront d'établir notre union économique et monétaire. Il faut rappeler d'ailleurs que l'année dernière, les marchés et même une partie de nos sociétés remettaient en cause la viabilité de l'euro. Aujourd'hui, ces doutes sont dissipés, même si les différences sont énormes au sein de la zone euro et les taux de chômage continuent à être à un niveau inadmissible, en particulier le chômage des jeunes. Après cette analyse des causes de la crise de l'eurozone, il faut dire que le résultat n'a pas suivi en matière de développement d'union économique et monétaire. Il y a une grande interdépendance entre les États, nous le savons, comme l'a dit le ministre, aucun gouvernement ne peut vivre de façon isolée. Et l'irresponsabilité budgétaire de certains gouvernements a mis en danger toute la zone euro. Mais n'oublions pas que l'absence de solidarité entre tous ses membres pourrait amener au même résultat. Donc les débiteurs et les créanciers doivent travailler ensemble, unis, pour leur propre bien et pour le bien commun, y compris les pays qui ne partagent pas la monnaie unique. J'insiste, l'absence de solidarité peut amener au même résultat que l'irresponsabilité budgétaire. Le semestre européen est l'une des réponses qui ont été données dans le nouveau cadre de gouvernance à l'interdépendance des pays dans la zone euro. Ce semestre européen crée un cadre de coordination budgétaire et de politique économique au niveau européen afin d'orienter et de coordonner la mise en œuvre des réformes structurelles nationales qui sont nécessaires et ce dans un intérêt commun. Ce cadre prévu depuis le début de l'Union économique et monétaire n'avait jamais été garanti jusqu'à l'apparition de ce semestre européen. Un semestre qui est complété par l'enquête annuelle de croissance et par les recommandations nationales. C'est ainsi que le Conseil les adopte de façon spécifique, pays par pays, et pour la zone euro dans son ensemble. Mais je veux souligner le fait que les décisions sont prises par le Conseil et donc par tous les États membres. En outre, le semestre européen est lié à la structure générale de la gouvernance économique européenne et à la stratégie Europa 2020. Et c'est ainsi que l'on souhaite en faire un pilier pour rendre la confiance, car sans confiance, il n'y aura pas de croissance et sans croissance, il n'y aura pas de création d'emplois. Or, la partie la plus difficile de la consolidation budgétaire a déjà été menée, mais les réformes pour la croissance, elles, sont un peu en retard, alors que les deux auraient dû aller de pair. Mais j'insiste, la réforme budgétaire n'a jamais été mise en cause, alors que les politiques pour la croissance l'ont été. Et il semblerait que les politiques basées sur le déficit public semblent avoir de meilleurs résultats que les politiques qui augmentent ce déficit public. Nous disposons d'un marché unique qui est sans aucun doute le moteur de la croissance, mais il faut compléter le marché intérieur des services et établir un marché unique numérique. J'aimerais également souligner le marché unique pour l'accès au capital risque, qui est un instrument essentiel puisque c'est une source de financement pour l'innovation et pour les petites et moyennes entreprises. Sans innovation et sans appui aux petites et moyennes entreprises, nous n'aurons pas de reprise économique. La légitimité démocratique, par ailleurs, est essentielle pour mettre en œuvre les réformes structurelles avec succès et doit se traduire par un nouveau
nouveau cadre de gouvernance européenne. Cette crise a multiplié les critiques vis-à-vis du déficit démocratique de l'Union. Et il y a eu beaucoup de débats sur ce point. Des critiques parfois justifiées, d'autres injustifiées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu certaines décisions prises par la Commission dans le cadre du nouveau cadre de gouvernance. Le rôle excessif du groupe d'experts, connu comme la Troïka, tout ceci a semblé aux yeux des citoyens entamer cette légitimité démocratique qui est pourtant très nécessaire. Pour faire face aux problèmes financiers de certains pays de la zone euro, on a multiplié les pactes, les paquets, les mémorandums, ce qui semble avoir dilué les responsabilités. Pour avoir une plus grande responsabilité, on a adopté le traité de stabilité et de gouvernance. Or, l'implication des représentants élus au niveau national et au niveau de l'Union est plus nécessaire que jamais pour que la politique économique et budgétaire soit véritablement efficace. Et pour cela, il faut une plus grande interaction entre les institutions européennes, les gouvernements nationaux et les parlements. Et la réunion d'aujourd'hui en est un bon exemple. Depuis quelques années, le Parlement européen joue un rôle clé en tant que co-législateur, ce qui s'est traduit par la réforme du six-pack, du two-pack, l'adoption de directives et de règlements visant à mieux réguler les services financiers et à prévenir de futures crises, ou par le suivi et le contrôle des principaux pouvoirs preneurs de décision de l'Union. Comme l'a rappelé le commissaire Barnier, la coopération est le maillon faible de l'Union européenne. Et c'est par cette coordination et non pas par une imposition par le haut que nous devons légitimer la coordination des politiques économiques nationales et approfondir la zone monétaire unique, compétitive et sans fragmentation. Renforcer la coopération, c'est la façon la plus facile pour améliorer les réformes nationales, puisqu'ainsi elles pourront compter sur l'appui de toute l'Union. La démocratie et la réforme de l'Union doivent aller de pair. Cette crise sert aujourd'hui pour consolider les bases de l'eurozone et pour améliorer le débat public sur l'union économique et monétaire, et ce à un niveau qui n'avait jamais été connu jusque-là. Ceci doit être renforcé. Sur le clou, il fait frapper 5 fois sur le fer à cheval. Donc, continuons à lutter pour une Union européenne meilleure, pour une Union européenne plus démocratique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le vice-président de la Commission des affaires économiques et européennes. Alors, comme Monsieur Carrez, Monsieur Eckert et Alain Lamassoure, président de la Commission du budget du Parlement européen, sont excusés, nous allons passer tout de suite aux questions de nos collègues. Et c'est Daniel Leroy qui va distribuer et tâcher de contrôler la parole. Oui, merci. Donc, chers collègues, je vous propose de parler 2 minutes chacun, 2 minutes et demie maximum, parce qu'il faut que le ministre et le commissaire aient le temps de nous répondre, je pense. Donc, essayez de vous tenir à cette structure qui est, après tout, celle du Parlement européen. 2 minutes et demie, c'est un discours. Donc, on va commencer par Christophe Carèche, qui va nous faire ça très bien. Merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, je me réjouis de la tenue de cette réunion avant que la Commission européenne fasse part de ses recommandations, de son avis sur le projet de loi de finances. On a bien compris d'ailleurs les problèmes de calendrier que la Commission a aussi en fonction évidemment des données qui lui sont données. Donc c'était une précision tout à fait utile. Par ailleurs, je pense que la fréquentation ici s'accroîtra avec la tradition, c'est-à-dire avec la tenue dans le temps de ce type de réunion. En tous les cas, je l'espère. Les difficultés auxquelles est confrontée la France, puisque nous sommes là pour quand même parler de la situation de la France, c'est à mon avis de faire 3 choses en même temps.
d'assainir ses finances publiques. Là-dessus, je crois qu'il y a une volonté à la fois du gouvernement et du majorité qui est extrêmement claire. De poursuivre évidemment le soutien à la croissance, et notamment à la demande intérieure, et de s'attaquer, troisième point, aux problèmes structurels, notamment des problèmes de compétitivité. Il faut bien avouer que c'est un exercice difficile. La France, elle est rentrée dans la crise alors qu'elle n'avait précisément pas suffisamment assaini ses finances publiques. Et c'est vrai que nous traînons la dette un peu comme un boulet, qu'il va falloir évidemment régler ce problème, mais que cela est difficile et prend du temps. Sur ce plan-là, moi, je me réjouis de la discussion qui s'est nouée avec la Commission européenne, puisqu'elle a permis d'obtenir un rythme d'ajustement qui, je crois, est plus réaliste. Plus réaliste, ça ne veut pas dire, évidemment, que la France n'a pas à poursuivre un certain nombre d'efforts durant les 2 années, finalement, de répit, entre guillemets, qu'elle a obtenus. Donc ça, c'était un peu sur le plan liminaire. Et sur ce plan, je pense quand même que la loi de finances répond à un certain nombre de préoccupations. D'abord, dans la poursuite de l'ajustement budgétaire, bien évidemment. Dans le fait aussi, vous l'avez dit, que cet ajustement porte essentiellement sur les dépenses. Sur ce plan-là, j'aimerais avoir peut-être un éclaircissement, puisque ce que je lis quand même dans le rapport du rapporteur général, c'est que les dépenses de l'État diminueront cette année. Alors, j'aimerais qu'on ait là-dessus, parce que voilà, qu'on ait, oui, de l'État, dépenses de l'État hors dette et pensions, diminution d'1,5 milliard, dépenses nettes totales de l'État hors MES et PIA, programme d'investissement, moins 1,4 milliard. Alors, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le même périmètre qui est pris en compte. D'accord. Bon, donc, OK. J'entends ce que vous nous dites. Enfin, le dernier point, c'était une précision aussi sur la définition de déficit structurel. Moi, je crois aussi que c'est une notion très, très positive, très intéressante. La seule difficulté, moi, je serais très intéressé par le rapport de la Commission là-dessus, c'est que j'ai le sentiment que tout le monde ne le calcule pas de la même manière. Et que notamment l'évaluation de la croissance potentielle reste un sujet de débat, peut-être avec le Haut Conseil des finances publiques, mais je crois aussi avec la Commission. Je pense que là-dessus, ça sera très intéressant de voir quelle est l'approche de la Commission pour peut-être essayer de rapprocher les points de vue, mais si d'ores et déjà vous avez des informations là-dessus, ce serait intéressant de les avoir. Merci. Alors, on a dépassé les 3 minutes, mais c'est encore acceptable. Donc, André Schneider. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames les Présidentes, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez beaucoup parlé d'architecture de la nouvelle gouvernance, si je puis dire, de légitimité démocratique, de solidarité, de convergence, d'harmonisation face à la concurrence économique extérieure, etc. Moi, j'aurais souhaité aussi qu'on évoque peut-être les questions dans le cadre du budget, certes, de sécurité, de défense. Demain, si on harmonise tellement l'Europe, et où nous sommes tous favorables, je crois, eh bien, il faudrait aussi penser à ces éléments-là. Un autre élément dont je me félicite, vous avez tous réaffirmé le rôle et la place des parlements nationaux dans cette nouvelle gouvernance et du Parlement européen. Quand j'entends place du Parlement européen, vous ne pouvez pas m'empêcher de penser à ma bonne ville de Strasbourg. Et je souhaite que vous nous disiez qu'est-ce que dans le budget national, on en a déjà parlé un petit peu, contrat de plan, mais aussi budget européen, dans cette solidarité réaffirmée, eh bien, qu'est-ce qui sera consacré pour consolider la place de Strasbourg comme capitale européenne et place du Parlement. Merci, j'ai fait largement dans mon temps. Merci d'avoir tenu si bien le temps. Annick Girardin. Oui, Mesdames les Présidentes, moi je souhaiterais revenir sur la variable déficit structurel. Et cette question s'adresse autant à M. Barnier qu'à M. Repentin. En effet, le calcul du déficit structurel fait débat, c'est ce que vient effectivement de dire Christophe Caresche. Certains considèrent qu'il est sous-estimé. La Cour des comptes en France n'a pas apporté de conclusion, mais se pose des questions sur les méthodes de calcul employées. L'opposition tire de ces questionnements légitimes de la Cour une critique à l'égard de l'actuel gouvernement. C'est aujourd'hui extrapolation. Toutefois, certains dispositifs ou dispositions du TSCG
repose sur une variable nouvelle que l'on maîtrise pas parfaitement, on l'a dit, qui est effectivement le déficit structurel. Celui-ci dépend d'une autre variable, on l'a dit aussi, la croissance potentielle. On a déjà du mal à savoir quelle sera la croissance à 6 mois. Connaître la croissance potentielle sur plusieurs années, je trouve que ça relève de l'astrologie. Ma première question est donc la suivante. Les calculs de croissance potentielle sont-ils harmonisés dans l'ensemble des pays qui ont adopté le TSCG? Sont-ils révisés? Surtout, connaissez-vous un pays qui a déjà pris en compte une baisse de ses capacités productives dans le calcul de la croissance potentielle? Ceci renvoie à une autre problématique, celle des lois de programmation des finances publiques. Il semble possible que le gouvernement français présente au printemps une nouvelle loi de programmation, à peine 1 an et demi après l'adoption de la précédente. Ceci afin d'éviter un mécanisme de correction qui ne serait autre que la réminiscence d'une idée certes récente mais déjà désuète, l'austérité automatique, technocratique et aveugle. Pourriez-vous nous indiquer comment les autres pays européens font avec leur loi de programmation des finances publiques? Des pays européens ont-ils déjà changé leurs objectifs à moyen terme afin d'éviter le déclenchement d'un mécanisme de correction, ou allons-nous être les premiers? Merci. Merci. Jacques Miard. Merci, mesdames. Je voudrais juste relever, d'ailleurs, dans le document qui nous a été distribué, qu'il y a une remarque qui s'adresse bien sûr au gouvernement, puisqu'il dit l'effort budgétaire envisagé par les autorités n'est pas compatible avec une correction réelle du déficit en 2014. Ça sonne donc comme une sorte de désaveu. Mais ça pose quand même un sacré problème, parce que vous nous dites on n'est pas, je dirais, en train de remettre en cause la souveraineté du Parlement. Ah bon? On peut se poser des questions. Je voudrais rappeler que lorsqu'il y a eu des réformes dans ce pays, notamment sur les privatisations, on a fait ça sans l'Europe. Les nationalisations se sont faites avec l'accord de Bruxelles, il faut le savoir. Donc on est aussi capable, nous-mêmes, de balayer devant notre porte sans avoir être chapitré par Bruxelles. Alors je voudrais quand même véritablement aussi revenir, monsieur le commissaire, sur un certain nombre de ce qui est, à mes yeux, des contre-vérités. L'interdépendance, oui, mais l'intégrisme, non. L'interdépendance économique, elle va d'ailleurs au-delà de l'Europe, et c'est pas simplement. Moi, je me réjouis qu'on puisse coordonner les budgets. Mais la clé de voûte de l'économie, c'est pas cet intégrisme qui nous est imposé, c'est l'ajustement perpétuel des facteurs de production. Or, dans la monnaie unique, nous sommes véritablement coincés. Et vous avez parlé de compétitivité, vous avez cité M. Gallois. Mais il faut prendre tout le rapport de M. Gallois, Monsieur le commissaire, et notamment le chapitre 5 du rapport Gallois, qui pose très clairement la question de la monnaie unique. C'est marqué noir sur blanc. Et donc c'est étrange que dans le rapport Gallois, on prend ce qui intéresse, mais on ne prend pas la totalité du rapport. Le problème est effectivement que c'est la perte de compétitivité qui nous met dans la situation. Et les déficits budgétaires, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. Et c'est là où vous marchez sur la tête à Bruxelles et à Francfort. Je le dis comme je le pense. Vous êtes en train de pratiquer une politique à la Laval, je vous le dis, qui va mal se terminer, parce que ce n'est pas comme ça que vous réduirez le déficit. Et le déficit pourra se réduire, il faut le dire, mais c'est une valeur d'ajustement, c'est l'inflation. C'est l'histoire monétaire complète. C'est ensuite le fait que l'union monétaire, dans des économies divergentes, c'est l'union de transfert. Or, l'Allemagne a dit qu'elle ne payerait pas. Donc, quand on me dit que la question de l'euro est derrière nous, elle est devant la question de l'euro. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Et donc, en réalité, la Commission ferait mieux de s'occuper. Où est la politique industrielle ? Où est véritablement la politique du tout concurrence qui est en train de mettre à bas les champions européens? Où est l'absence de réciprocité dans les relations commerciales internationales? C'est ça dont vous devriez vous occuper, et certainement pas de ce problème budgétaire qui est la conséquence et pas la cause. Merci. Mais je crois qu'après ces quelques questions très très précises, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire, vous avez le temps de nous répondre pour que nous puissions bien faire la mesure de tout ce qui est en questionnement parmi nous. Je veux bien apporter quelques éléments de réponse avant que Monsieur le commissaire ne puisse le faire lui-même. Peut-être sur l'effort de dépenses en 2014, il faut effectivement, mais je crois que les choses sont désormais claires, après notre petit échange, distinguer effectivement les dépenses de l'État et les dépenses publiques au sens large, qui incluent évidemment collectivités locales et sécurité sociale, et donc diminution très clairement indiquée d'une quinzaine de milliards en ce qui concerne la dépense publique. Sur les dépenses de l'État, elles baisseront effectivement d'1,5 milliard d'euros hors charge de la dette et des pensions, ce qui représente une économie
d'un peu plus de 8,5 milliards d'euros par rapport à la progression tendancielle des dépenses. C'est un effort qui est réparti en 3 tiers, les dépenses de fonctionnement, les transferts aux autres entités, collectivités locales, opérateurs de l'État et d'autres dépenses. Et sur les collectivités et les opérateurs, ils seront évidemment associés aux efforts via notamment une baisse des dotations, comme vous le savez, ce qui est d'ailleurs objet de discussion, j'imagine, au sein de la commission des finances. Sur la composition de l'effort budgétaire aussi, recettes-dépenses, pour répondre aussi à ce commissaire, c'est que la hausse des prélèvements obligatoires, elle a été concentrée essentiellement en 2012-2013, afin de préserver la croissance, parce qu'on estime qu'à court terme, et dans un contexte d'une stagnation de l'activité, la baisse des dépenses publiques, elle pèse plus sur l'activité qu'une hausse des impôts. A contrario, en 2014, après les efforts massifs sur 2012 et 2013, et dans un contexte de reprise de l'activité, l'effort structurel sera concentré sur la réduction des dépenses publiques. Je le répète, 80% de l'effort, ça a d'ailleurs été salué. Je tiens à préciser que sur les années 2015, 2016 et 2017, l'effort sera porté exclusivement sur la maîtrise des dépenses publiques. Je crois que pour le coup, on est dans une stratégie totalement cohérente avec les recommandations de la Commission. Monsieur Schneider, vous avez notamment posé des questions sur la PSDC, appelant de vos voeux en quelque sorte, qui est une mise en commun à la fois de la réflexion et d'une action qui soit plus coordonnée qu'elle n'était. Votre appel sera sans doute exaucé en décembre prochain, puisqu'il y aura un conseil des chefs d'État et de gouvernement consacré à la question de la politique de sécurité et de défense commune. C'est la première fois, notamment pour rechercher des solutions convergentes sur 3 volets de la PSDC. Le volet opérationnel, comprenez comment sur le terrain nous pouvons être plus efficaces en matière par exemple de surveillance, de gestion des frontières, quel sera le rôle des troupes européennes dans le cadre de la succession de la KFOR par exemple, notamment dans les pays des Balkans, la question va se poser. Le deuxième volet, c'est le volet, ce qu'on appelle le volet capacitaire, c'est-à-dire donner des exemples en participant ensemble à des projets ciblés, particulièrement emblématiques de lacunes stratégiques que nous avons identifiées, comme par exemple l'observation aérienne et spatiale, le ravitaillement en vol, et nous l'avons d'ailleurs repéré à l'occasion de récentes interventions que nous avons faites, notamment en Afrique et au Mali. Ça a été utile pour nourrir la réflexion dans le cadre de cette rencontre du mois de décembre prochain. Le troisième volet de la PSDC, c'est le volet industriel, enfin, pour que nous puissions ensemble faire avancer que sur l'idée que sur les marchés, l'industrie de la défense, il y a 2 idées nouvelles. La définition d'un opérateur européen unique et le soutien aux PME pour accéder au marché de la défense. Il n'est pas exclu aussi que, compte tenu du coût d'un certain nombre de matériels, nous puissions, et ce serait une nouveauté, se mettre à plusieurs pour pouvoir acquérir des matériels, plusieurs États, qui pourraient être ainsi, dont la charge pourrait être ainsi répartie. Les responsables élus que vous êtes dans les territoires ruraux se souviendront peut-être des CUMA, des coopératives d'utilisation de matériel agricole, où on se mettait ensemble. Eh bien là, dans la PSDC, plusieurs États pourraient imaginer effectivement de pouvoir se mettre ensemble. Sur Strasbourg, un tout petit mot, je comprends que vous y soyez très, très intéressé, pour vous dire qu'il n'y a pas débat sur le fait que Strasbourg est et restera la capitale démocratique de l'Union européenne. Vous le savez, c'est sanctuarisé dans les traités. Et si d'aventure il y avait des demandes, il faudrait rouvrir le débat sur toutes les institutions de l'Union européenne dans tous les pays. Et en ouvrant cette question, j'ai le sentiment qu'on referme
tout de suite le débat. Ceci étant, parce qu'il y a des demandes légitimes pour que Strasbourg soit une capitale européenne de la démocratie facilement accessible, vous le savez, il y a eu un engagement triennal de l'État, notamment avec des obligations de service public. Je vais chaque mois d'ailleurs à Strasbourg. Je peux vous indiquer que la somme consacrée à ces obligations de service public en matière de desserte d'une douzaine de millions d'euros a été payée, décentralisée en mois de juillet dernier. Donc il n'y a pas de retard en quelque sorte de l'État dans sa signature. Monsieur Mignard, si, au moins, moi, sur l'esprit, toutes ces avancées de l'Union européenne pour rechercher comment nous pouvions mieux gérer ensemble sont le fruit d'avancées prises sous des majorités successives. On pourrait effectivement citer en 1997 le pacte de stabilité et de croissance qui déjà avait un volet préventif qui mettait en place une surveillance des positions budgétaires des États membres. Et depuis d'ailleurs 1997, il y a cette transmission des États membres à la Commission européenne à l'époque d'un programme de stabilité avec des objectifs budgétaires. Il y avait un volet déjà procédure de déficit excessif. C'était en 1997. Il y a eu ensuite ce paquet de 6 textes législatifs et réglementaires. Je dis un paquet de 6 textes pour ne pas dire le six-pack, pour ne pas vous heurter. C'était en décembre 2011. Vous connaissez bien ces textes, avec des dispositions là aussi de sanctions financières concernant la zone euro. Il y a eu le TSCG qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013, qui pour le coup était à la jonction de 2 majorités différentes, texte qui a été travaillé par 2 majorités, puis enfin ces 2 textes du Tupac entrés en vigueur 2013. Pourquoi? Parce qu'il est illusoire de croire que nous pouvons aujourd'hui, dans une compétition mondiale, être en mesure d'assumer seuls les enjeux qui s'offrent à nous. C'est illusoire de le croire. Et vous qui êtes un élu des Yvelines et qui prenez vos vacances dans un département qui m'est cher, à la fois dans les Yvelines et dans ce département, à l'échelle locale, y compris pour répondre aux demandes de nos concitoyens, les collectivités locales ont fait quoi? Eh bien, aujourd'hui, elles se regroupent pour mettre en place, ensemble, à la fois des moyens et des procédures qui, peu à peu, s'intègrent. C'est le développement de l'intercommunalité. Eh bien, c'est la même chose à l'échelle de l'Union européenne. Nous devons effectivement être plus unis, avec des politiques plus intégrées qu'elles ne l'ont été, Monsieur Maire. Et c'est illusoire de penser qu'au niveau local, comme au niveau international, nous sommes suffisamment seuls forts pour faire face à la concurrence. Mais c'est une conviction, c'est une conviction évidemment que nous pouvons ne pas partager l'un et l'autre. Et quant à l'absence de réciprocité, c'est un vrai sujet. Et la France se bat à Bruxelles pour que cette notion s'applique effectivement. Elle le fait, je veux le dire, dans la négociation sur l'instrument de réciprocité des marchés. Elle le fera aussi dans le cadre de la négociation transatlantique avec les États-Unis en matière commerciale. N'ayez pas de crainte, nous serons très, très vigilants. Ayez confiance dans votre pays, ayez confiance dans l'Union européenne. Et sur cette absence de réciprocité, il faut aussi le faire en matière de politique de concurrence. C'est notamment les régimes des aides d'État que nous regardons évidemment d'une façon très très précise à l'échelle européenne. Voilà quelques éléments d'information, Monsieur le maire. J'ai bien conscience que vous ne serez pas convaincu, mais je pense que vous ne le serez jamais par personne. Alors, oui, alors si Monsieur Miard, si ça ne vous ennuie pas, ce serait bien de laisser la parole à Monsieur le commissaire. Merci. J'écoute toujours avec beaucoup d'attention et de passion Monsieur Miard. Christophe Carrèche, Annick Girardin ont évoqué le calcul du solde structurel. Je vais répondre télégraphiquement, mais assez précisément à chacune de vos questions.
Monsieur le député, madame le député, la méthode de calcul, je parle sous le contrôle d'ailleurs de mes collaborateurs qui travaillent pour certains d'entre eux directement avec Olli Rehn, est une méthode commune à la Commission et à tous les États membres désormais. Et nous appliquons tous la même méthode agréée pour calculer la croissance potentielle et les autres variables clés qui constituent le solde structurel. Il y a donc une seule méthode européenne qui est maintenant communément agréée. On a beaucoup insisté les uns les autres sur déficit nominal, déficit structurel. Moi, je pense que le calcul que vous privilégiez, que nous prenons en compte principalement, puisque ça a été un des points positifs que j'ai souligné dans le projet de budget pour 2014, c'est les engagements du gouvernement de diminuer, comme nous l'avons demandé, comme les ministres l'ont demandé, le déficit structurel. Il est intelligent, si je puis dire, de le faire. Néanmoins, mesdames et messieurs les députés, n'oublions pas, je le dis par précaution, de bien garder en tête ce que représente le déficit nominal. Parce que de toute façon, il faut payer. Et c'est lui qui permet de savoir ce à quoi on a payé, puisque c'est lui qui produit de la dette, le déficit nominal, objectivement. Donc je dis ça comme cela en passant, et je voudrais aussi dire à Mme Girardin, dans le débat croissance-austérité que vous avez évoqué, ou croissance excessive rigueur, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre ces deux objectifs. Moi-même, je me suis exprimé au sein du collège depuis 2 ans déjà. Je ne vais pas dire les débats internes du collège, et j'ai dit publiquement que l'austérité ne devait pas tuer la croissance. Et donc, j'ai beaucoup plaidé au sein du collège. Je suis très heureux que nous ayons fait progressivement cette analyse pour aboutir à une différenciation par pays et dans le temps, comme on l'a fait pour la France ou l'Espagne, pour chaque pays ayant sa spécificité, ses contraintes ou ses difficultés propres, et dans le temps, pour être réaliste, pour reprendre le mot de M. Carèche tout à l'heure à propos des 2 années que nous avons recommandées. Ce ne sont pas 2 années, M. Carèche, de répit. Ce sont 2 années pour agir et pour réformer. Je pense d'ailleurs que le ministre des Finances et le président de la République, d'ailleurs, l'ont dit à leur tour. On doit dire que la consolidation budgétaire est nécessaire, j'y reviendrai en répondant à M. Miard, pour établir la confiance. La confiance des Européens entre eux. Rien n'est possible. On peut toujours parler de compétitivité, d'eurobonds et d'autres projets. S'il n'y a pas de confiance entre nous, et je ne parle pas seulement des Allemands à l'égard des autres, mais à l'intérieur de la zone euro, s'il n'y a pas de confiance entre nous sur le respect des disciplines, le respect des engagements pris, le respect du règlement de copropriété, rien de nouveau ne sera possible. Et puis la confiance des investisseurs et des marchés. Ce qui compte, c'est aussi de prendre en compte l'environnement économique au moment où on fixe le rythme de consolidation budgétaire, et c'est ce que nous avons fait avec la France et d'autres pays en ajustant. Je suis assez d'accord, je suis même beaucoup d'accord avec Christophe Carèche quand il évoque les difficultés que la France affronte en devant faire 3 choses en même temps. Probablement, il y en a d'ailleurs plus que 3. C'est exactement le problème que nous avons en Europe actuellement, donc que nous avons, nous Français, en tant qu'Européens. Et cette crise a révélé quoi? Toutes les faiblesses en même temps qu'on avait accumulées, mis sous le tapis, voulu cacher, malgré les appels, j'ai cité Jacques Delors et quelques autres acteurs ou hommes d'État. Mais cette crise, elle a révélé la faiblesse majeure des marchés financiers, qui fonctionnaient sur du sable, avec beaucoup de mensonges, beaucoup d'irresponsabilité, très peu de transparence. Et ça a failli faire tout exploser. Elle a révélé, cette crise, la faiblesse de beaucoup de pays trop endettés, la faiblesse de l'Europe en tant qu'union dans la gestion de la zone euro. Ce n'est pas l'euro qui a été en cause, c'est la zone euro, le fonctionnement de la zone euro. Et puis les faiblesses de compétitivité. Enfin, tout ça a explosé à la figure de tout le monde. Et ce que je veux dire de manière lucide, c'est que les chefs d'État et de gouvernement, la Commission, la Banque centrale européenne, ont pris leurs responsabilités, que finalement, après avoir beaucoup réagi à cette crise pendant 3 ans en défensive, le dos au mur, au forceps,
dans un Conseil européen extrêmement important, c'est d'ailleurs le premier Conseil européen auquel participait le nouveau président de la République française, le 29 juin 2012, on a fait ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, une comprehensive approach, une réponse globale, en mettant toutes les réponses ensemble, y compris la réponse sur la croissance, la relance, l'emploi des jeunes. Et c'est cette réponse-là qui est apparue parce que c'est la vérité crédible. J'ai bien dit tous les acteurs, hein, les gouvernements nationaux, l'Union européenne en tant que telle, la zone euro, la Banque centrale, la Commission, régulation, gouvernance économique, assainissement budgétaire, relance. Toutes ces réponses ont été mises ensemble et maintenant nous devons faire ce que nous avons dit. André Schneider évoquait la défense. Je vais vous faire parvenir, monsieur le député, la communication que j'ai présentée avec mon collègue M. Tajani, qui a été jugée intéressante par tous les ministres de la Défense, à qui je l'ai présentée moi-même à Vilnius il y a 3 semaines, sur le marché unique ou marché commun des industries de la défense. Hein. Comment mutualiser davantage pour, comme tous les budgets nationaux sont en réduction, qu'on doit dépenser moins en matière de défense, on pourrait dépenser mieux en faisant mieux ensemble. Et nous avons identifié 7 sujets sur lesquels la Commission, respectant ses compétences, nous parlons d'un sujet intergouvernemental pour l'essentiel, la Commission peut jouer un rôle et a une valeur ajoutée, qu'il s'agisse de l'espace, des marchés publics, de la standardisation, de l'énergie, du commerce ou des capacités. Nous avons recommandé qu'on puisse consacrer une partie du budget européen à acquérir des capacités propres, par exemple, et j'enverrai à tous ceux qui le veulent, et notamment dans le domaine de la recherche ou des capacités, faire des programmes de type dual, civil et militaire. Par exemple, l'acquisition en propre de drones pourrait être utile aux différentes forces armées, mais aussi à la surveillance civile, notamment des frontières. Donc je vous enverrai ça à tous ceux qui le veulent. En tout cas, c'est une communication à laquelle j'ai apporté beaucoup de soin en tant que commissaire au marché intérieur. Et sur Strasbourg, bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit le ministre à juste titre. Qu'est-ce que fait le budget? Au-delà de ce qu'on apporte comme crédit à la région d'Alsace, qui n'est pas l'une des plus en retard de développement, Monsieur Schneider, il y a aussi ce que fait le budget, qui est contesté, vous le savez, par beaucoup de gens, en maintenant le Parlement européen à Strasbourg. Ça, c'est directement des dépenses qui sont dans le budget européen. Voilà. Jacques Miard a évoqué Laval. Moi, je connais bien la politique qui était celle de Laval à l'époque, enfin, une des politiques qui ont été les siennes de restrictions budgétaires et monétaires. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons, mais pas du tout. Pas du tout. Au-delà que cette référence ne me plaît pas beaucoup, pour d'autres raisons, ce que fait la BCE, monsieur, au moins donner acte à la BCE, vous pouvez la critiquer, de regretter son indépendance. Le président Draghi a joué un rôle absolument majeur dans le meilleur climat en faisant repartir le marché interbancaire, en déversant d'ailleurs... Non, M. Trichet aussi, et naturellement... et ce que nous faisons en matière de consolidation différenciée participe d'une politique tellement différente de celle de la restriction monétaire ou budgétaire. Maintenant, pour répondre aussi, pour prouver que je vous écoute, je n'oublie pas les différentes parties du rapport de M. Gallois. Je pense que d'ailleurs le rapport de Gallois, quand vous l'ajoutez au rapport de la Cour des comptes, vous avez là une feuille de route pour tout gouvernement en France, de gauche et de droite, ou du centre. Mais dans le rapport de Gallois, il y a le chapitre 5, moi je n'ai pas de problème avec ça. Il dit des choses assez justes sur la gestion de l'euro par rapport à la compétitivité de nos entreprises exportatrices. Et c'est pour ça que nous avons engagé, d'ailleurs sous l'influence, enfin sous la demande à l'époque du président du G20 qui était le président Sarkozy, et je sais que le président Hollande continue cet effort, un dialogue monétaire avec la Chine notamment. Hein. Donc ce ne sont pas des questions simples, il ne faut pas les traiter de manière caricaturale. Maintenant, vous avez évoqué la souveraineté, j'y suis tout autant attaché que vous. Je pense, on a une référence commune quelquefois. Moi, je pense que De Gaulle, Adenauer ou même Churchill ne feraient plus de discours aujourd'hui, principalement sur la souveraineté nationale, qu'ils en feraient sur la souveraineté européenne. Et je pense que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Est-ce que nous sommes condamnés, en étant chacun chez soi, chacun pour soi, comme certains le recommandent, et vous-même, Monsieur Miard, en retrouvant une sorte de solitude, de grandeur dans la solitude, est-ce que nous sommes condamnés, oui ou non, comme je le pense, à être sous-traitants des Américains et des Chinois? Moi, je n'ai pas envie
que la France soit sous-traitante. Et je pense que nous avons recréé de la souveraineté monétaire en étant dans la zone euro par rapport à un franc qui était dominé par le Deutschmark, lequel lui-même était dominé par le dollar. Voilà. Donc nous avons... Je pense aussi, puisqu'on parle de souveraineté, qu'une manière de garder notre souveraineté, M. Millard, notamment par rapport au marché financier, c'est de ne pas être trop endetté. Parce que la dette est, quand elle est excessive, vous met dans la main directe des marchés financiers. Et je n'ai pas non plus envie que la politique de la France ou de l'Europe se fasse à Wall Street ou se défasse à Pékin. Je redis aussi que trop de dettes, c'est antisocial. Trop de dettes, c'est contraire à la responsabilité qu'on doit avoir à l'égard des générations futures. Voilà, ça c'est ma réponse. Maintenant, je veux bien marquer mon accord avec 2 points que vous avez évoqués de manière plus constructive. C'est un, le besoin d'une politique industrielle en Europe, et j'y travaille, à condition qu'un jour on inscrive ça dans le traité, parce qu'il n'y a pas de réelle base pour une politique industrielle dans le traité, et que les États membres le veuillent. Mais nous sommes en train, avec mon collègue M. Tajani et d'autres commissaires, de créer les outils ou le cadre d'une politique industrielle européenne, parce que moi je ne me résous pas non plus à ce que l'Europe soit simplement une terre de consommation des produits ou des services fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Et c'est ce que je fais d'ailleurs en consolidant le marché intérieur. Et vous parlez de réciprocité. J'ai déposé, monsieur Millard, vous devriez l'avoir su, un instrument de réciprocité. Il est sur le bureau des ministres et du Parlement européen. Ouais. Mais c'est eux qui décident, puisque vous parlez de démocratie tout le temps. Ce n'est pas nous. Moi j'ai proposé, au nom de la Commission européenne, d'établir un instrument de réciprocité sur les marchés publics. Et nous attendons que le Conseil des ministres veuille bien l'adopter. Voilà. Monsieur Huantenock a évoqué la réduction du taux d'endettement. Il est exact, dans le six-pack, il est prévu une réduction de 5% par an en moyenne sur 3 ans. Tous les pays qui respectaient les critères de Maastricht, les 3% et les 60%, continuent de le faire. Ceux qui étaient déjà en procédure de déficit excessif lors de l'entrée en vigueur du six-pack bénéficient, monsieur d'une période de transition de 3 ans pour se conformer à cette nouvelle règle. Et durant cette période, ils doivent faire les efforts continus. S'ils ne le font pas, nous les mettrons en procédure de déficit excessif, que nous l'avons déjà fait, je passe sous votre contrôle, à propos de Malte. Donc les choses ne sont pas tout à fait comme vous le dites. Maintenant, quand on parle d'endettement excessif, la France est sur le chemin de 100%. Beaucoup de pays sont au-delà de 60%. On a beau réduire le déficit pour se rapprocher de moins de 3%, vous avez un stock. Et quand vous regardez le stock de la dette de la France, il continue à augmenter parce que la dette était considérable. Donc voilà, donc ça, vous avez une sorte d'amortissement dans le temps plus loin. Je voudrais conclure en répondant à un mot de la présidente Mme Berès qui a évoqué le groupe d'experts sur la possibilité d'émission de la dette commune et dire aux parlementaires qui sont ici que ce groupe, pour étudier ce que pourrait être un jour des eurobonds, si c'est cela dont il s'agit, a été mis en place par le président Barroso. Il a déjà commencé à travailler et nous attendons ces orientations pour le printemps prochain. Je voudrais également dire un mot à Mme Auroy, à Mme Valérie Rabault aussi, qui ont évoqué à propos du déficit structurel l'idée qu'on puisse le calculer autrement. Ça, c'est une idée ancienne, que de qualifier, si je puis dire, le déficit selon la nature des dépenses, notamment les dépenses d'investissement. La Commission s'est engagée à étudier cette possibilité de prendre en compte de manière plus efficace les dépenses d'investissement dans les procédures budgétaires européennes, et notamment dans le calcul du déficit. Et je veux simplement rappeler, parce que c'est un point d'actualité, que ce sujet est précisément à l'ordre du jour de l'ECOFIN demain, à Luxembourg, auquel je vais participer. Seulement, je recommande qu'on n'oublie pas, même si on calculait un jour autrement les dépenses, que, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles soient financées. Il faut mettre des recettes en face. J'ajoute aussi que pour arriver à cet assouplissement, c'est un peu comme la question de la mutualisation des dettes, il faut qu'on ait recréé la confiance entre nous. Voilà, je suis formel. Tout ce que nous sommes en train de faire avec ces procédures budgétaires, ce que je suis en train de faire avec l'union bancaire, puisque c'est moi qui l'a construit, et je dirais à Elisabeth Guigou qu'on a fait plus que l'amorcer.
L'union bancaire, c'est la supervision qui a été décidée, votée, qui rentre opérationnellement en vigueur l'année prochaine, et puis c'est la résolution sur laquelle je dois obtenir d'ici quelques mois l'accord des ministres et du Parlement. Hein. Mais l'union bancaire... Comment ? Ah oui, mais attendez, vous avez parlé d'amorçage de l'union bancaire. Je voulais simplement dire en souriant que c'est plus que de l'amorçage que nous avons fait, puisque la principale partie, qui est la supervision des 6000 banques de la zone euro, par la Banque centrale européenne, appuyée sur les superviseurs nationaux, elle a été décidée, votée, et c'était le plus important. Maintenant, la résolution qui concernera quelques cas, ce qu'on appelle résolution, mesdames et messieurs les députés, c'est la mise en faillite ordonnée. Hein. Plutôt que d'aboutir, faute d'avoir bien prévu, à des faillites désordonnées qu'on demande aux contribuables de payer. Voilà. Maintenant, juste un mot de conclusion sur l'ambiance dans laquelle nous sommes. Je pense, comme le président de la République française l'a dit, mais je vais le dire avec mes mots, que le pic de la crise est passé, financière. Le pic de la crise financière est passé. En revanche, je pense que la crise n'est pas derrière nous, avec ses conséquences budgétaires, économiques, sociales, humaines et politiques, comme on le voit dimanche après dimanche. Mais je pense que le pic de la crise financière est passé parce que, notamment depuis le mois de juin, en mettant toutes ces réponses ensemble, en leur donnant de la cohérence, en les mettant en perspective et en faisant ce qu'on a dit. J'ai cité tous les chapitres de cette action collective, chacun chez soi et tous ensemble, nous avons recréé des conditions de la confiance et d'une stabilité. En revanche, le risque qui est devant nous, en sortant progressivement de ces crises, c'est d'être dans une sorte de croissance molle, durablement molle, faute de réformes structurelles et de redressement de notre compétitivité. Voilà pourquoi, dans l'analyse du budget 2014-2015 de la France, il y a évidemment cette question du déficit et de la trajectoire qu'il faut préserver. Il y a aussi le courage politique que la majorité doit avoir pour réformer et que l'opposition doit avoir pour soutenir les réformes quand ce sont de vraies réformes. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Commissaire, de vos réponses. Alors, je crois qu'on a... Moi, je ne vais pas refaire des commentaires. Je vais juste appuyer sur 2 points. Effectivement, la défense aux frontières de l'Europe, la défense européenne, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup dans notre commission. Nous avons eu 2 rapporteurs sur ce sujet-là. Ils ont fait des propositions budgétaires. La commission des affaires étrangères s'en préoccupe aussi beaucoup. Donc, c'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs. Et voilà, nous vous redemanderons, Monsieur le Commissaire, de revenir sur ce sujet-là. C'est ce que j'allais vous proposer. Donc, merci de dire que vous serez prêt à revenir là-dessus. Je crois que par ailleurs, nous allons suivre avec beaucoup d'attention le travail qui va être fait à Vilnius dans quelques jours à partir de l'article 13 du TSCG et de ce qui a été obtenu, que Christophe Caresh et ses amis seront très attentifs à nous faire le compte-rendu, car comme le Parlement national français a été très en pointe pour obtenir cette structure, vous comprenez bien que nous serons très attentifs à ce qui va en sortir et justement sur le dialogue entre ceux qui sont plutôt de l'exécutif et ceux qui sont plutôt des représentants du législatif. Et puis Ecofin demain, eh bien, nous attendrons les résultats avec beaucoup d'impatience. Monsieur le ministre, je crois que la défense et illustration de l'Europe, ça se travaille, ça se discute au sein des instances françaises. Nous sommes en train tous ensemble de la mettre en place. Vous nous aidez beaucoup et je crois que nous allons continuer. Merci. Ensuite, j'irai quelques mots de conclusion. Merci Madame la Présidente. Je vais peut-être rebondir très rapidement sur 3 points. Le premier concerne une remarque qui a été faite par Madame Berès sur les dépenses. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir un corpus unifié. Typiquement, quand on parle des dépenses publiques, à ma connaissance, les dépenses de l'hôpital de l'Allemagne ne seront pas intégrées dans les dépenses publiques, vous confirmez. Et donc, par conséquent, comparer les dépenses publiques de la France à celles de l'Allemagne ne me paraît pas tout à fait juste, puisque parmi nos dépenses publiques, l'hôpital est intégré. Donc je crois qu'il est intéressant d'avoir un corpus unifié pour qu'on puisse faire des comparaisons qui veuillent dire quelque chose, puisque de toute façon, à la fin, quand il y a des problèmes, c'est toujours sur l'État que ça revient, qu'elle soit financée par du public ou du privé. Donc ça me paraît important de le prendre en compte. Le deuxième, c'est sur l'union bancaire que vous avez mentionné. Je crois que la résolution, c'est de savoir qui paye à la fin. C'est quelque chose d'extrêmement important. Là, je rejoins totalement Madame la Présidente et sur le mot qu'elle a utilisé, parce qu'effectivement, si on ne sait pas qui paye, la résolution tombe de fait. Madame la Présidente, excusez-moi. J'ai déposé
j'ai pris 2 initiatives. Non, mais il faut être précis. La directive résolution, elle est en cours de finalisation au Parlement et au Conseil. Elle concerne les 28 pays. C'est celle qui prévoit ce que vous dites, que les banques payent pour les banques et pas les contribuables. Exactement. La boîte à outils de résolution, ça fait 2 ans. Ce n'est pas un amorçage. 2 ans que je l'ai présentée et elle va être votée, je pense, dans les quelques jours qui viennent au Parlement et au Conseil. L'union bancaire, c'est la manière de mettre en œuvre ces résolutions, cette directive européenne, comme celle sur les garanties de dépôt, comme celle sur la capitalisation des banques, les règles de Bâle qui valent pour les 28 pays, de les mettre en place et en œuvre de manière intégrée, efficace et fédérale dans la zone euro. Mais ce n'est pas des règles différentes. Donc c'est pour ça que j'ai réagi, mais c'est juste pour vous dire qu'on est un peu plus en avance. La résolution, elle va être votée, comme il faut faire ce que vous dites, dans quelques jours. Après, l'union bancaire, c'est la mise en œuvre de manière plus intégrée dans la zone. Je suis parfaitement, enfin, je vous rejoins là-dessus, mais effectivement, c'est la résolution de savoir qui paye, c'est quand même un point qui me paraissait important.